Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisseur Board Game, j'appelle David. Et moi, c'est LP. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fameux top 15 des jeux les plus attendus de la prochaine année, donc pour l'année 2025. C'est toujours une vidéo qui est assez populaire, puis c'est le fun aussi de d'éplucher cette liste-là, de voir ce qui s'en vient, puis de se hyper un petit peu pour les nouvelles sorties de la prochaine année. Fait que toujours un petit rendez-vous qui est super le fun pour ça. Ouais. Fait que pour commencer, comme on va faire une espèce de petit top là, de ce qui s'attend, il y a certains jeux que les gens vont s'attendre à ce qu'on les nomme, mais qu'on les nommera pas parce qu'ils ont déjà été nommés dans le passé. Puis on va essayer de pas se répéter. Là. Fait que, il y a certains jeux, dans mon cas, par exemple, le fameux Aridia, il arrive là, d'une journée à l'autre. Je l'avais mis dans mon top des jeux les plus attendus pour 2023. Il est attendu finalement en 2025. Il est très, très attendu. Mais tu sais, j'en ai plusieurs autres. Là, fait qu'il ne faut pas s'attendre à entendre, par exemple, lesquels j'avais Elder Scrolls, Chip Games. J'avais mis l'an dernier Spirit Firestone Saga, des jeux comme Phantom Epoch, Forsaken avec le problème Lego. Il va finir par sortir cette année, mais il était censé arriver l'an dernier. Il y a même un jeu The Hunt for Blackbeard de GMT qui a été repoussé d'un an aussi, que j'avais mis sur ma liste l'an dernier. Fait. Il y a certains types, peut-être que si vous attendez beaucoup à les voir, ben, c'est pour cette raison-là qu'ils n'y seront pas, parce qu'ils ont été nommés. Ouais, moi aussi, j'avais nommé Aridia il y a au moins 2 ans, fait que je ne le renommerai pas aujourd'hui. Ouais. Puis l'année passée, j'avais nommé World Order, j'avais nommé Metal Gear The Board Game, puis Natera New Beginning, qui sont tous des jeux qui devraient sortir en 2025, mais que j'avais mis dans ma liste de 2024 l'an dernier. Fait qu'évidemment, on les nommera pas, on va laisser la chance à d'autres d'avoir le spotlight, comme on dit, là, pour qu'on puisse parler de plus de jeux possibles, pour éviter de se répéter tout le temps. Mais on les attend quand même encore avec impatience, c'est juste qu'on les attend depuis plus longtemps. Oui, parce que si on nomme les jeux qu'on a nommés précédemment, il va finir par avoir une année qu'on fait juste nommer des jeux qu'on a nommés. Ouais, c'est ça. Fait que ça finira pas. Donc, on enchaîne avec notre nouvelle liste des jeux. Fait qu'on y va avec un top 15 des jeux les plus attendus pour 2025. Je te laisse commencer ça en force. Parfait. Fait que mon jeu numéro 15, c'est un jeu sur lequel j'ai pas beaucoup d'informations. Je pense qu'il va y avoir une campagne Kickstarter, qu'il y en a eu une. C'est un jeu qui s'appelle Ultra Massive, en un mot. Okay. C'est un jeu qui m'a accroché, surtout à cause de sa thématique, dans laquelle les joueurs, ça semble être un jeu compétitif, dans lequel les joueurs vont incarner, là, si je peux utiliser ce terme-là, c'est pas vraiment le bon terme, mais des trous noirs, des black holes, où ils vont essayer de devenir de plus en plus gros, de plus en plus massifs pour consommer ou engloutir toute étoile proche, vie dans l'univers et etc. Fait que c'est comme une espèce de guerre de trous noirs pour devenir le plus, justement, ultra massif. Fait qu'au niveau mécanique, il avait l'air d'avoir certaines bonnes idées, mais comme j'ai dit, il n'y a pas énormément de détails, mais tu as l'air d'avoir une espèce de concept un peu de skill tree là, pour savoir quelle, entre guillemets, habileté ton trou noir va développer ou de quelle façon il va gérer des trucs comme la gravité, la réalité, etc. Fait que ça me semblait, juste à cause de son thème et de son design graphique, parce que les images qui sont sur BGG sont toutes identifiées comme étant des images de prototype. Okay. Fait que si ça, c'est un prototype, ça donne quand même un bon vibe, je trouve, pour la qualité de ce qu'on va avoir à la fin s'ils réussissent à faire le jeu. Donc, voilà, puis ça semble être un jeu assez agressif là, dans la façon dont le descriptif était. C'est un jeu de trou noir, fait que tu vas essayer d'absorber les autres joueurs, d'absorber leur territoire, d'absorber leur pouvoir. Donc, voilà, je trouvais que ça avait l'air d'être une super bonne idée. C'est une thématique que j'ai pas vue. Les thématiques spatiales à la SETI et autres, il y en a, mais des thématiques, on va dire, mettons, galactiques, là, mais plus scientifiques que juste des jeux de guerre. Je trouvais ça intéressant. Ça me rappelait un peu Planétarium qui avait été sorti
il y a quelques années, là, la naissance d'une planète, d'une galaxie, etc. Fait que je trouvais l'idée intéressante d'aller sur ce type de thématique-là. Donc, mon film numéro 15. Mais j'ai pas beaucoup de détails, fait que 15. Cool. Ultra massif. Ultra massif. Ouais, le design graphique a l'air vraiment cool. Le thème, comme tu dis, Ouais, c'est ça a assez l'air quand même original. bon. Ouais. Mon numéro 15, j'y vais avec un petit jeu qui va s'appeler Popcorn. Je suis un grand fan de Popcorn, fait que c'est sûr que ça m'attire. J'aime ça les jeux à thématique de bouffe. Donc, c'est un petit jeu qui va sortir chez Yellow. C'est un jeu qui me fait un peu penser à un genre de boss monster. Là. Mais au lieu d'attirer des aventuriers dans ton donjon, tu vas essayer d'attirer des gens dans ton cinéma pour leur présenter des films qui les intéressent. Fait que c'est un jeu il y a du backbuilding. Fait que j'imagine que le backbuilding, ça va être les petits meeples justement de spectateurs là, que tu vas voir dans ton sac. Puis dans le fond, chaque joueur va pouvoir ajouter des upgrades à son cinéma. Là. Fait que tu vas construire plusieurs salles de visionnement. Tu vas augmenter la qualité de ton son, la qualité de ton écran, la grosseur de ton écran, des trucs comme ça. Puis tu vas choisir quel film tu vas mettre à l'affiche. Puis là, évidemment, les meeples vont avoir des préférences de tel type de film. Fait que là, tu vas essayer d'attirer les spectateurs pour faire de l'argent. Puis après ça, ben, continuer à investir dans ton cinéma. Puis éventuellement, faire le plus d'argent possible. Fait que je trouvais que c'était un thème cute, accessible, le fun. Fait que une gestion de cinéma, ça fait changement de gérer un donjon ou gérer un vaisseau spatial. Là. On est habitué à des thématiques médiévales ou des thématiques sci-fi. Fait que là, je trouve qu'une belle petite thématique familiale pour un petit jeu comme ça. Fait que beau petit visuel encore une fois, des belles petites composantes. Fait que ça me semble être un beau petit projet, beau petit filler, là, un petit jeu qui joue rapide. Là. Mais qui a l'air quand même bien sympathique. Là. On dit un jeu d'à peu près 60 minutes. Fait quand même un petit jeu de gestion, de développement léger. Fait que vraiment, ça a l'air cool. Fait que mon numéro 15, Popcorn. En effet. 14, c'est un jeu que tu connais toi aussi parce que tu as déjà joué. C'est un jeu qui s'appelle Horror on the Orient Express, the board game. Donc, un jeu de Chaosium, une compagnie qui est surtout connue pour son historique en termes de jeux de rôle. On avait rencontré l'un des deux auteurs à Gen Con, pas le dernier, mais l'autre d'avant. Fait que ce qui me donne espoir que ça va peut-être sortir cette année. Celui-là, la campagne Kickstarter au GameFound, je me rappelle plus, est faite. Ils ont ramassé, ils sont financés. Il y a aussi comme co-auteur Kwapinski. Quand même, c'est pas rien. Un des gars d'Awaken Realms anciennement. C'est ça. Puis, thématiquement, c'est parce qu'on est dans l'univers de Cthulhu, fait que j'ai toujours un petit intérêt avec cette thématique-là, l'espèce d'horreur monstrueuse de Cthulhu. Mais là, on va être sur un train en 3D. On va avancer à travers les wagons du train pour essayer de calmer les passagers, de les sauver, de les faire déplacer d'un train à l'autre, tout en combattant les différents types de monstres qu'il va y avoir sur le train. Puis parmi les passagers, il y en a certains qui sont des cultistes. Fait qu'on va avoir des espèces de jets et des tests à faire pour trouver lesquels sont des cultistes. Puis si ma mémoire est bonne, c'est un peu ça le but du jeu, là, identifier tous les cultistes, les jeter en bas du train, ou en tout cas les démasquer d'une façon ou d'une autre avant que les monstres progressent trop, puis contaminent ou tuent tous les autres passagers. Fait que c'est un jeu sur lequel il restait du travail à faire quand on avait joué, mais qui avait, je trouvais, des belles idées au niveau de la façon dont tes personnages progressaient, la façon dont tu interagissais justement avec les cultistes qui étaient des dés. Fait que les différentes phases du dé représentaient leur état. Il est paniqué, il est apeuré, il est blessé, il est mort, etc. Il y avait des belles idées, puis tu sais, on le sait sur la chaîne, je suis toujours un amateur quand tu réussis à amener quelque chose d'intéressant au niveau de la composante. Fait que l'espèce de train avec les petites portes, les fenêtres qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui permettaient de voir s'il y avait un monstre à l'extérieur. Il y avait une thématique de le train, il a l'air de rouler dans un monde d'horreur. Fait que si les fenêtres sont ouvertes et que ça tombe de nuit, ben là, les gens paniquent sur le train parce qu'ils voient les monstres à l'extérieur. Fait que il y avait un genre de vampire dans les fenêtres. Oui, c'est ça. Il y a des monstres qui s'accrochent de l'autre bord des fenêtres. Fait que si tu fermes tes fenêtres, les gens ne les verront pas. Tandis que s'il y a des gens qui passent et qui voient ces vampires-là, ben là, c'est négatif. Fait qu'il y avait plusieurs belles idées. J'aimais beaucoup la thématique. J'aimais la qualité du matériel, même si je suis curieux de voir comment ça va se ranger et se sortir d'une boîte, si le train va rester en bon état ou s'ils vont réussir à faire quelque chose d'une belle qualité. C'est pour ça qu'il est un peu plus loin. C'est pas un jeu que j'ai backé. Fait qu'on verra si je mets la main sur une copie quand ça va sortir. Mais je trouve qu'il y a des belles idées dedans. Puis je suis curieux
de, de voir le produit fini, là, ça va avoir l'air de quoi. Là. C'est un jeu qui est dans l'univers du RPG, là, c'est Chaosium Fish, justement. Comment il s'appelle? Là? Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, ouais. Ouais, c'est eux autres qui sortent les livres de RPG, Fait que justement. voilà. Là. Fait que, ouais. Non, on l'avait essayé à Gen Con, Ouais, c'est ça. pas cette année, mais l'année d'avant. Puis non, c'était C'est ça. très cool. On avait joué une couple de tours de jeu pour voir un petit peu le fonctionnement du jeu. Il y a Ouais, aussi c'est ça. une mécanique d'amélioration de personnage. Là, fait que t'as quand même une progression au C'est travers ça qui est d'une intéressant. partie. Fait que non, ça a l'air très bien. Moi aussi, j'ai hâte de voir la version finale de ce jeu. Mon numéro Je 4. l'avais pas supporté, fait que j'ai pas suivi la. Oh, excuse-moi, vas-y. Non, je m'en allais au prochain, fait que tu peux finir. Non, j'allais juste dire, je l'avais pas supporté, fait que je sais pas si la version finale, il va y avoir un concept de campagne, si c'est juste le scénario, etc. C'est genre de voir savoir là, c'est juste ça. Ok. Mon numéro 14, c'est un jeu d'une compagnie qui est reconnue surtout pour du RPG aussi. C'est quand même drôle que ça tombe en même temps que ton numéro 14 Ouais. qui est dans ce genre-là aussi. Puis j'avais aimé beaucoup un jeu qui avait sorti il y a plusieurs années qui était dans l'univers de Pathfinder. Donc j'avais beaucoup aimé Pathfinder Adventure Card Game. Puis cette année, Pathfinder, donc la compagnie Paizo, va sortir un jeu qui va s'appeler Pathfinder Quest. Donc un nouveau jeu de société dans l'univers de Pathfinder. Tu sais, il n'y a même pas d'image tellement il n'y a rien sur Board Game Geek sur ce jeu-là. Donc, ça a l'air d'être une espèce de mash-up justement entre un jeu narratif puis un jeu de Pathfinder RPG des 20. Là. Fait que c'est un jeu qui va avoir des livres pour chaque scénario, dans le fond, chaque quête, ça va être un livre. Un style un peu dont vous êtes le héros, tu sais que tu as des choix à prendre, tu vas avoir des tests à faire selon les choix que tu vas prendre, tu vas t'en aller à telle place dans l'histoire, tu vas justement interagir avec une personne, tu vas pouvoir choisir tes choix. Fait que ça me faisait penser à une espèce de role-player adventure, mais dans l'univers de Pathfinder. Là. Fait qu'un jeu qui est très narratif, puis qui va évidemment avoir des jets de dés avec des dés 20, parce qu'on est dans un système RPG qui découle des dés 20. Donc, ça me semblait un beau produit. C'est toujours le genre de jeux qui sont le fun. Ça fait penser à tout le temps un peu des hybrides entre des RPG puis des jeux de plateau. Fait que, tu sais, ceux qui trippent sur des histoires narratives puis qui vont avoir un petit côté un peu gameplay avec justement des jets de dés, ton personnage qui va évoluer, tout ça. Fait que je sais pas le fonctionnement, comment ça va fonctionner. Est-ce qu'ils sortent juste une boîte ou tu sais, est-ce qu'ils vont sortir une boîte puis il va y avoir plusieurs boîtes dans le fond puis chaque boîte ça va être une aventure différente ou fait que tu sais, il y a énormément pas de détails sur Board Game Geek, fait que c'est pas évident de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de tout ça. Mais la description, là, ça me semblait un concept intéressant. Puis c'est ça, par le passé, Paizo était capable de faire justement des bons jeux de plateau avec le Pathfinder Adventure Card Game qui était vraiment le fun puis que j'ai beaucoup aimé dans le passé. Fait que de les voir revenir avec un autre jeu de plateau puis de pousser un petit peu ce côté-là narratif qu'on aime bien dans les RPG. Fait que ça me semble un bon mélange. Donc mon numéro 14, Pathfinder Quest. Souvent ils font leur release à Gen Con. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir justement regarder en détail cet été si on va à Gen Con. En tout cas. Peut-être en ramener une boîte, qui sait. Voilà. Donc, mon numéro 14. Parfait. Donc, déjà numéro 13. Mon numéro 13, c'est un jeu qui s'appelle Epochs, A Course of Cultures, qui est un jeu de civilisation. Là, on annonce un jeu qui va durer un bon 2-3 heures, donc probablement un bon 3-4 heures. C'est un jeu, la première affaire qui m'a attiré, c'est évidemment son thème. Je suis toujours un grand fan des jeux de civilisation. Fait que c'est un jeu que tu as l'air de développer ta civilisation en compétition avec les autres. Je regarde un petit peu les mécaniques. Fait que tu avais les classiques, là, développer des arbres de technologie, des cartes pour développer tes nouvelles façons de progresser. Le combat, il a l'air archi simple avec quasiment une espèce d'héritier des jeux à la Dwelling puis Andromeda's Edge, dans le sens où tu as l'air de lancer un dé, additionner une coupe de bonus, puis voir c'est qui a le plus haut résultat pour voir les combats, comment ça va se passer. Tu as l'air d'avoir un certain nombre de cartes par tour. Là, celui-là, je ne veux pas mélanger mes notes. Ouais, tu vas jouer un certain nombre de tours, tu vas développer les classiques, là, développer des cités, des technologies, avoir des philosophes, etc. Le visuel du jeu, je trouvais vraiment qu'il y avait de la gueule là, installé sur une table. Je trouvais ça intéressant. Puis c'est quand même la gang Auteur et compagnie, c'est Ice Makes qui fait ça, qui sont entre autres ceux qui avaient fait les jeux Age, c'est Age of Galaxy, Age of Civilization. C'est eux autres qui ont fait ici quelque chose, Something Shiny, là,
Bella Something Shiny, Terrorscape. Fait que, ils ont quand même un bagage intéressant derrière. Fait qu'avec un gros jeu de civilisation qui va durer plusieurs heures, j'ai hâte de voir comment ça va finir par être présenté sur la table, si ça va être efficace ou non. Mais toujours intéressé à découvrir des nouveaux jeux de civilisation. J'ai regardé un petit peu les vidéos de gameplay, ça avait l'air intéressant aussi. Comme je dis, mais tu sembles être dans les grands classiques. Là, fait que tu positionnement de monde, c'est maps, trouver des nouvelles techs, etc. Fait que ça me semblait fort intéressant. Donc, Époque. Force of Cultures. Numéro 13. Ah, c'est cool. J'aime qu'ils ont choisi de garder le côté euro composante de bois, minimaliste un peu. Je trouve que oui, c'est ça. Ça ressort bien dans le jeu de même. Plus classique, puis même les combats sont plus abstraits que concrets. C'est pas un jeu que tu as 72 000 figurines, ça map. C'est un jeu que quand tu dis je t'attaque sur telle place, tu dis fait que là, moi j'ai tant de soldats, tu as tant de soldats, voici nos avantages inconvénients, lance un ou quelques dés. C'est résolu. Puis ensuite, de ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de perte d'unité. C'est plus tout abstrait, là, si tu veux, dans la façon de se faire. Fait que c'est plus un jeu qui rappelle des anciens euros que des gros jeux de contrôle de territoire plus récents, là, de jeux de conquête et tout ça. Okay. Fait que ça semblait être axé plus sur l'aspect euro que l'aspect confrontation, si on veut. Même s'il y en avait, là, ça restait un 4X, là, c'est un jeu de civilisation. Donc voilà. Super. Mon numéro 13, j'y vais avec un jeu de train qui est dérivé d'un roll and write. Donc, c'est Railroad Tile, qui est basé sur le jeu Railroad Inc., qui est un jeu de roll and write, là, où on fait des chemins de fer et des routes. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé là, chez Horrible Guild. Fait qu'ils sortent une version, on veut, c'est la version jeu de plateau, en fait, de Railroad Inc. Donc, Railroad Tile, c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel on va évidemment construire des chemins de fer, un réseau. Puis on va essayer de faire des points, des livraisons, des trucs comme ça. Fait que c'est un petit jeu de placement de tuiles light qui va jouer assez rapidement. Là. Je pense que c'est comme 30-45 minutes de gameplay. Fait que je suis curieux de voir comment ils vont l'amener. Puis justement, je trouve ça le fun de sortir un peu du roll and write. Là. On en a eu un puis un autre des roll and write. Fait que de retourner vers un jeu de placement de tuiles plus classique, de construire justement des routes puis des trains, le côté tactile d'un jeu de placement de tuiles reste plus intéressant, je pense, qu'un jeu de roll and write à dessiner tes chemins et tes affaires. Fait que non, je trouve que aussi ils ont un beau le visuel, je trouve quand même intéressant le côté artistique du jeu. T'as des petits meeples pour les voitures sur les routes, les trains sur les chemins de fer. Fait que une belle petite production aussi. Fait que ça me semble un jeu léger, familial, mais qui peut être intéressant. Fait que The Horrible Guild Railroad Tile, qui est la version jeu de plateau de Railroad Inc. Je me souviens plus si c'est... je pense que chacun construit ses affaires. Fait que il y a comme un système de draft pour les tuiles. Là. Fait qu'on va avoir des marchés qu'on va pouvoir aller chercher les tuiles qu'on va pouvoir ensuite placer dans notre réseau puis essayer de faire nos chemins, nos affaires. Fait que des jeux de même de draft, construction de tuiles, ça me fait penser à des jeux comme Cascadia, des trucs comme ça. C'est des formules qui sont simples mais qui sont efficaces. T'as des choix qui sont intéressants, mais des jeux qui restent quand même assez simples côté règles. Mais c'est ça me semble un bon petit package. Fait que mon numéro 13, Railroad Tile. Cool. Mon numéro 12, ça va être le jeu sur lequel j'ai probablement le moins d'infos. C'est un jeu qui s'appelle simplement Knights of the Round Table. Fait qu'un jeu sur les chevaliers de la table ronde, c'est la thématique évidemment qui m'accroche. Ben oui. D'abord et avant tout, mais c'est un jeu, tu vas voir, là, même dans les images, il n'y a rien. Il y a juste des images de la boîte ou de ce qui va être proposé, le work in progress de la boîte. C'est le descriptif qui m'intéresse. Oui, c'est Johnny Pack. Dans le fond, ça faisait partie de ses points forts, si tu veux. Mais, donc, on parle d'un jeu... je suis même pas sûr à 100% à quel point ça va être coopératif, compétitif, semi-coop, parce qu'on dit qu'on va on va choisir un mythe arthurien pour installer la partie, fait que ça va changer le setup et règles. Les joueurs vont rallier comme un groupe de chevaliers puis de personnalités toujours dans la mythologie. Ils vont les déployer, il va y avoir une construction de camelots, on va avoir à repousser des hordes d'invaders, d'envahisseurs. La quête du Graal, évidemment.
Il y a une narrative qui est censée se construire à chacune des parties. Il est censé avoir un paquet de modules qui vont pouvoir venir ajouter, mais on précise qu'on va couronner un roi à la fin de la partie qui va gagner la partie. Fait que tu as l'air de vouloir défendre Camelot, peut-être coopérativement. Fait que c'est semi-coop peut-être, avec celui qui va mieux le faire. On parle d'un board gigantesque, d'un château en 3D qui va se construire au fur et à mesure que la partie va avancer. Puis ça me fait rire quand je regardais, parce que quand je fais ces recherches-là, je regarde des espèces de full credit, voir ça va être quoi un peu les mécaniques. Quand j'en ai pas, il y a du chaining, variable player powers, worker placement, I cut, you choose. Okay. Ça m'intrigue. OK. Fait que ça m'intrigue. Puis Johnny, quand on a nommé tantôt, tu l'as remarqué tout de suite, c'est Johnny Pack, l'auteur, le seul auteur. Ça, c'est un gars qui a travaillé sur CROS, Fistful of Meeple, Coloma, que j'ai beaucoup aimé. Merchant Cove, que j'ai un peu moins aimé, mais surtout récemment, c'est un des auteurs d'Unconscious Minds, qui a quand même des très bons commentaires. Fait que ça a l'air d'être quelqu'un de solide au niveau du design du jeu. Fait que une thématique riche comme ça, un jeu qui me semble très intriguant, mais il y a peu d'informations pour l'instant dessus. Donc, ça me l'a placé en 12e position pour les Chevaliers de la Table Ronde. Ah, je l'avais vu passer, moi aussi, quand j'ai fait mes recherches, mais effectivement, il n'y a aucune information, il n'y a même pas d'image, il y a juste la boîte qui est disponible présentement. Mais ouais, sais-tu si c'est un jeu qui va être en socio-financement, j'imagine? Quand j'ai regardé, il disait que non. Okay. Il disait tu peux t'abonner à une newsletter, puis on dit qu'on annonce une sortie en 2025. En fait, la réponse la plus précise que je peux te donner, c'est quand j'ai fait le tour des commentaires BGG, il y a quelqu'un qui le demande, là, est-ce que ça va être du Kickstarter, du GameFound, etc. Puis pas le designer du jeu, mais l'espèce de représentant de la compagnie, il ne dit pas oui ou non, il dit juste ça va sortir en 2025. Okay. Ouais, Crafty Games, ça me dit rien comme compagnie. Si je ne me trompe pas, c'est leur seul jeu, c'est leur premier. Je pense qu'il y en a un autre, mais qui est juste annoncé aussi. Ouais, ils ont l'air à faire des relocalisations de d'autres affaires, dans je sais pas quelle langue, là, mais bon, à suivre. Ouais, mais des jeux de leur développement, là, je pense que non. Ça, je suis pas sûr. Parfait. Donc voilà. Mon numéro 12, c'est un spin-off, parce qu'évidemment, il n'y aurait pas une liste des jeux les plus attendus sans au moins un spin-off, surtout que c'est à la mode dans les dernières années. Puis c'est un spin-off d'un jeu que j'aime pas tant que ça, fait que je me dis que ce spin-off-là va peut-être me le faire plus aimer le système de jeu. Donc c'est un jeu qui va être dans l'univers de Invincible, la bande dessinée là, de super-héros qui joue sur Amazon Prime. Puis dans le fond, il y a eu aussi un board game en 2024 avec le jeu de backbuilding. Fait que c'est dans cet univers-là. Donc, dans le fond, c'est un spin-off de Aeon Zen ou Astronaut. Donc, de ce système de jeu-là. Mais dans l'univers de Invincible. Fait qu'au lieu d'avoir un Nemesis, tu vas avoir un des super vilains, dans le fond, que tu vas affronter, qui va avoir son deck de cartes avec ses affaires. Puis toi, tu vas incarner les personnages de Invincible qui vont devoir construire leur deck au fur et à mesure de la partie. Fait qu'on est dans un jeu de deck building. C'est un jeu de deck building avec un marché fixe. C'est une des affaires que j'aime un peu moins dans ce système-là, mais bon, c'est pas grave non plus. C'est ça, fait que je trouve que le thème m'attire un peu plus que du fantasy un peu générique de Aeon Zen ou de Astronaut qui est du sci-fi ultra générique. Fait que là, d'avoir un IP connu, je trouve ça le fun pour ce système-là. Fait que ça reste un jeu qui est le fun. C'est un jeu de deck building qui est spécial dans le sens que tu ne mélanges pas tes cartes. Fait que quand tu défausses tes cartes, tu choisis dans quel ordre tu les mets, puis après ça, quand tu rebrasses ton deck, tu le rebrasses pas en fait, tu fais juste le flipper de l'autre côté. Fait que tu peux préparer tranquillement tes combos, puis décider les cartes que tu vas acheter en conséquence de ça. Fait qu'évidemment, chaque personnage va avoir ses tours de jeu aléatoires aussi. Oui, c'est vrai, l'initiative qui est aussi... que tu sais jamais à chaque manche qui va attaquer dans quel ordre. Fait qu'il faut que tu essaies de jongler avec tout ça. Fait que c'est un système qui évidemment est ultra populaire, que ce soit Aeon Zen ou Astronaut. Fait qu'on reprend ça qu'une belle franchise. Fait que définitivement un jeu que je vais vouloir essayer, qui va peut-être me faire aimer un peu mieux ce système-là. Eux autres, leur campagne est déjà faite, fait qu'il y a des bonnes chances qu'ils sortent dans l'année 2025. Là, ça reste quand même un jeu de cartes, là, c'est pas si complexe que ça à produire. Donc, Invincible de Card Game, la nouvelle mouture de Aeon Zen, qui va sortir en 2025. Numéro 12. Parfait. Avant de commencer avec mon numéro 1, j'ai un petit mea culpa, le Crafty Games, j'ai vérifié quand on a parlé. C'est la gang qui a fait Mistborn. C'est quand même une compagnie assez établie finalement.
qui était basé sur l'univers de Brandon Sanderson, j'avais confondu avec le prochain, qui est moins connu là, comme publisher parce que c'est son prochain jeu. Donc, j'arrive avec mon prochain, justement, qui est un jeu qui s'appelle Sismic, avec un C, où tu as un jeu compétitif là, de haut niveau. Il faut construire CYSMIC. CY. Il faut SMIC. OK, on le trouve. Fait que les joueurs, donc, on est dans une planète qui est en train de se désagréger. On est sur une planète, dis-je, qui est en train de se désagréger. Les différentes factions restantes sur la planète sont en train de construire un vaisseau gigantesque, une espèce de vaisseau colonie là, pour pouvoir quitter la planète puis survivre. Fait ça va être un jeu extrêmement agressif où on va s'attaquer les uns les autres, voler des ressources, voler des morceaux de vaisseaux, voler plein d'affaires. Puis thématiquement, je trouve ça très drôle parce que ton vaisseau, il est tellement gros que si tu réussis à le faire décoller, puis c'est un espèce en 3D. De structure que tu construis au fur et à mesure que la partie avance. L'objectif du jeu étant le premier à finir de construire son vaisseau, parce que si tu le construis, tu décolles, puis ton vaisseau il est tellement massif, puis la planète est tellement endommagée que si tu réussis à décoller, ben, ça entraîne la fin de la destruction de la planète. Fait que tout le monde à part toi meurt, puis toi tu réussis à partir vers les étoiles pour aller coloniser quelque chose d'autre. Fait que c'est pas un jeu à point de victoire, c'est une course. Le premier qui construit son vaisseau décolle puis gagne, puis ça finit tout simplement comme ça. Donc voilà, fait que c'est jeu de pas de contrôle de territoire tout à fait, là, mais c'est vraiment jeu de confrontation où tu vas avoir à évacuer. Fait que c'est explorer autour de ta zone de départ, recruter des nouvelles unités, attaquer les autres, gérer ton aspect économique, là, fait que gérer tes ressources. Puis évidemment, construire ton vaisseau. Puis là, tu peux aller saboter ceux des autres, etc., etc. Ça a l'air d'être une espèce de mécanique de cartes, là, tu vas avoir un certain nombre de tours. Je pense que c'est 5 tours par joueur dans un round, puis tu vas jouer des cartes. À tous les tours, tu vas avoir 10 cartes de tactique, si tu veux, qui déterminent les 10 actions que tu peux faire. Puis à chaque fois que tu en joues une, il faut que tu en brûles une autre. Fait qu'il y en a 5 que tu vas jouer, 5 que tu vas brûler. Fait que tu vas décider sur tes 10 actions possibles, lesquelles tu vas faire, lesquelles 5 tu vas faire à chacun de tes tours de jeu, tout en essayant de planifier pour t'en tirer mieux que les autres. Donc, j'aime bien les jeux de confrontation, j'aime bien les jeux de guerre. Je trouvais que le matériel avait l'air intéressant tout en étant quand même assez simpliste, à part les grosses structures de vaisseaux. Je trouvais la thématique presque un peu drôle de dire on essaye de fuir une planète qui est en train de s'écrouler, fait qu'on va juste comme piler sur la tête des autres pour s'élever au-dessus de ça puis les détruire au passage. Du gros capitaliste. Donc, voilà, mais je connais ça. Ouais, c'est vraiment du gros capitaliste sale. Je connais pas l'auteur, je connais pas la compagnie. Fait que on verra ce que ça va donner. Ça a passé par Kickstarter. Fait qu'il y a des chances que ça sorte cette année. Il y a eu plusieurs reviews, là, Dice Tower, ils en ont fait et tout ça. Là, fait que, mais la thématique même, il m'intriguait. Donc, j'aime bien la science-fiction, même si c'est générique. Fait que voilà, Sismic, c'était mon numéro. On est rendu à quoi? 11? Ouais. Le board est quand même impressionnant avec toutes les pièces dessus. Oui, c'est ça. C'est quand même assez massif. Ça va jusqu'à 6 joueurs. Fait que, j'ai l'impression que ça peut être assez intense là, à 6 joueurs à tous s'attaquer les uns les autres, puis à se faire tuer, puis essayer de faire décoller son engin. Ben, celui-là, il a l'air d'être plus avancé dans sa production que d'autres qu'on a vus. Okay. Fait que voilà. Sismic. Cool. Mon numéro 11 va repartir un peu une mode. En faisant ma liste, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs bons jeux Legacy qui étaient annoncés pour la prochaine année. On dit tout le temps, les Legacy, c'est fini. Là. C'était une couple d'années, c'était la folie, mais c'est fini cette mode-là. Mais on dirait qu'en 2025, on a quand même des belles annonces pour ceux qui aiment les jeux évolutifs. Donc, des jeux qui vont justement évoluer au fur des parties, amener des nouvelles règles, des nouvelles composantes, des changements permanents, etc. Donc, mon numéro 11, j'y vais avec un jeu Régicide qui va avoir une version Legacy. Ah ouais. Donc, Régicide, qui est un jeu qui joue avec un jeu de cartes normal, là, avec un jeu de cartes de 52 cartes à jouer. Puis, mais ils ont sorti une version officielle de Régicide là, en board game. Là, fait que justement, la version française, elle sort présentement du Régicide normal. Je pense que c'est un jeu qui était sorti en print and play au début, justement. Fait que le monde s'imprimait les règles, puis ils jouaient chez eux avec leur deck de 52 cartes. Puis là, éventuellement, le jeu gagnait en popularité, puis il a été édité par la suite chez des vrais éditeurs.
Fait que dans le fond, ça va être une version Legacy de ça. Fait que c'est un jeu coop où on doit essayer de tuer tous les personnages, les figures d'un jeu de cartes, là, dans le fond. Puis les cartes, selon la couleur, vont avoir des pouvoirs, des habiletés. Puis on a une gestion de main, justement, où on doit jouer des cartes pour être capable d'en piocher d'autres, puis d'avoir justement des cartes qui nous protègent contre les attaques des figures qu'on essaye de battre. Fait qu'il y a vraiment une gestion de main qui est super intéressante dans le jeu. Puis un côté coopératif qui est cool aussi. Fait que là, la version Legacy va nous emmener des surprises puis des évolutions. J'imagine que les personnages, les ennemis vont développer des habiletés. Même chose pour nos cartes. J'imagine qu'on va pouvoir justement acheter des collants pour customiser certaines cartes ou leur donner d'autres habiletés. Fait que c'est un système assez simple à la base. Fait que d'aller vers un jeu Legacy avec ça, je trouve que c'est intéressant comme idée. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se déployer. Évidemment, c'est un jeu Legacy, on sait pas grand-chose. Ils veulent pas non plus trop divulgacher. Mais voilà, fait que premier jeu Legacy de ma liste, mais il va en avoir d'autres. Donc la mode Legacy qui revient en 2025. Fait que on y va avec mon numéro 11, Régicide Legacy. Je continue donc avec mon numéro 10. Mon numéro 10, c'est un jeu que j'ai failli supporter quand il est passé sur GameFound, mais j'ai fini par ne pas le faire. C'est un jeu de Chip Theory Games qui s'appelle Wrath et que ça commence par un W. Ouais. C'est un jeu avec un visuel assez particulier, contrôle de territoire, de majorité. On va essayer de déplacer des troupes, gagner des ressources, attaquer l'adversaire, dominer des régions, des trucs comme ça, avec le matériel classique de Chip Theory Games et le design de Manny Tremblay, qui était le gars qui a fait, entre autres, Dice Throne. Ouais. Fait que c'est un auteur que j'aime bien, c'est une compagnie que j'adore. Puis si jamais tu trouves soit sur GameFound, en tout cas, bref, les gens pourront le regarder, mais tu sais, c'est un jeu qui a un visuel extrêmement éclaté, là, avec du rose, puis du mauve, puis du c'est la bleu, seule image qu'il y a sur Board Game Geek, c'est celle-là. Ouais, c'est ça, mais c'est une campagne qui est passée sur GameFound, il y en a quand même plusieurs, puis lui, il devrait sortir cette année, parce que la campagne, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est fini. Ouais. Mais on parle d'un jeu qui devrait normalement, de la façon qu'il est vendu, c'est un contrôle de territoire de moins d'une heure qui s'explique relativement rapidement, moins d'une dizaine de minutes, qui peut se jouer solo, qui peut se jouer coop, qui peut se jouer compétitif. C'est toujours, je trouve toujours risqué quand on me propose comme 8 modes de jeu dans le même jeu, mais Chip Theory Games a réussi, par exemple, avec Cloudspire, à faire un bon jeu qui est compétitif, coop, solo, puis qui a des règles vraiment intelligentes et bien balancées pour chacun des modes. Fait que s'il y a bien qu'on une coopération entre auteurs et compagnie, qui a une chance que ça marche, c'est un groupe à qui je fais confiance. Fait que Wrath, j'ai bien hâte de voir. Je vais essayer de me procurer une copie quand ça va arriver, quand il va commencer à popper en magasin. J'essaierai de mettre la main dessus. C'est un jeu de contrôle de territoire coop, il n'y en a pas des tonnes non plus. Il y a une possibilité à tout le monde d'être coop. Là. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc, voilà. Fait que Wrath, Chip Theory Games, main tremblée. Ça va arriver d'ici l'été, je ne me trompe pas. OK. Parfait, ça. Mon numéro 10, c'est aussi un jeu qui est passé en socio-financement, puis je suis pas mal sûr qu'il va arriver cette année parce qu'il est arrivé la semaine passée. Fait que tout est correct. Fait que j'ai mis Tiny Epic Game of Thrones, le nouveau Tiny Epic qui vient tout juste d'arriver. Là, je l'ai reçu il y a quelques jours chez nous. Donc, on est évidemment dans du Game of Thrones, là, fait que ça va être un jeu avec du contrôle de territoire. Fait qu'on va avoir la map de Westeros qui est faite en carte. Puis chaque joueur va incarner une des familles, donc les Stark, les Lannister, les Baratheon, etc. Puis on va, c'est un système, dans le fond, qu'on va avoir d'action avec des dés. Fait que les dés vont avoir différents symboles, puis les symboles vont être associés à des actions. Fait qu'on pourra faire ces actions-là pour justement se déplacer, aller attaquer. On va avoir des cartes aussi, des espèces de cartes de politique qu'on va pouvoir obtenir qui vont pouvoir faire différents effets. On va avoir aussi un général, un héros. Fait que chaque faction a son héros qui est représenté par une figurine quand même. Quand même une belle petite production pour une petite boîte. Là. C'est assez étonnant là, ce qu'ils mettent dans ces jeux-là. Puis évidemment, on va essayer de gagner en faisant le plus de points à ce moment-là pour l'emporter. Il y a aussi une extension qui est sortie avec
qui rajoute 2 factions. On a la Night Watch avec Jon Snow, on a les Targaryens avec Daenerys puis ses dragons. Puis on a un mode de jeu coop dans lequel on va affronter le Night King et son armée de White Walker. Là. Fait qu'on a la bataille avec le mur qui va être là. Fait qu'on a ce mode-là aussi qui est là. Fait que c'est un mode solo ou coop au final pour le Night King. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ces 2 options-là. À voir si ça va être plus intéressant que le jeu normal. C'est à déterminer. Là. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer de jouer une partie. J'ai pas eu le temps même de les règles. Mais ça me semble cool comme petit jeu. Oui, ça reste gamique, là, les Tiny Epic. Pour vrai, ça fait juste gosser que ça soit une petite boîte. Là, parce que au début, je suis comme, je vais essayer de tout mettre dans la même boîte, l'extension dans la même boîte, le pack de personnages supplémentaires dans la même boîte. Oublie ça. T'es obligé de garder les 3 boîtes parce qu'elles sont tellement petites que tu peux pas rien merger. C'est ça. Mais le gameplay a l'air cool. C'est ça. Un petit jeu de contrôle de territoire un peu rapide qui peut jouer jusqu'à 4. 5 avec l'extension, on peut mettre un 5e joueur. Puis je pense qu'il y a aussi une maison qui est une espèce d'automa que tu peux mettre là, si tu veux jouer justement en solo avec le mode normal. Tu peux aussi. Voilà. Fait que Tiny Epic Game of Thrones qui va être mon numéro 10. Oh, moi aussi, il m'a intrigué. J'étais surpris que tu aies backé un Tiny Epic. Ouais, moi aussi. Mais... Ça fait un petit bout de temps, j'en ai pas backé un. Qui sait ce qu'ils vont sortir. Puis de place dans ton sac donc, Tiny Epic. Non, mon sac il est plein. Il faudrait que j'en enlève avant d'en backer d'autres. Donc, je vais continuer avec mon numéro 9, qui est un jeu qui pourrait être mon jeu de l'année quand il va sortir s'il remplit toutes ses promesses, mais que je suis sceptique. C'est Vantage de Stonemaier Games. Ouais. Fait que, tu sais, ce bon vieux Jamie, il a fait des coups de circuit et des jeux que j'ai vraiment pas aimés. Ouais. Fait que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là. C'est un auteur pour lequel j'ai énormément de respect. Scythe, Expédition, Viticulture, ce sont des excellents jeux. Puis il y en a probablement quelques-uns que j'oublie là, qui sont très, très bons aussi. Mais il y a des fois, je dirais ça, des fois, ils sont dans, pas l'ambition, mais ils visent trop gros, puis ça fait que ça s'écroule un peu sur son propre poids, je trouve, parfois, ces jeux. Fait que Vintage, ça semble être un jeu open world, coop, aventure, avec vraiment, comme il le vend, comme étant un jeu qui va avoir, je sais pas combien de centaines de cartes qui sont des lieux que tu peux visiter, qui ont des interactions possibles entre elles, puis qui vont aller vers des nouvelles cartes que tu vas découvrir. Ça semble être des espèces de maps là, immenses que tu vas explorer dans un jeu qui est vraiment à monde ouvert, avec un système de dés. Il va y avoir un système de communication limité avec les autres joueurs, si je comprends bien, parce que thématiquement, on est vraiment séparés par des très, très grandes distances, des distances extrêmement vastes. Ça va donc limiter la communication qu'on va avoir avec les joueurs. J'ai pas vu d'objectif concret là, à part explorer le monde. Ça dit, ce n'est pas vendu comme étant un jeu de campagne, c'est juste un jeu que tu peux y revenir un jeu d'aventure, d'exploration. Ouais, continuer ton exploration. Fait que je ne sais pas exactement ça va être quoi le concept d'une partie. Il n'y a pas tant de détails que ça. Ça me faisait penser un petit peu à la façon dont Mythwind avait été vendu l'an dernier, qui est un jeu qui n'a pas vraiment de conditions de victoire ou de défaite. Tu fais juste progresser dans l'univers du jeu puis continuer à découvrir des affaires. Puis dans le cas de Mythwind, c'est quand même très bien réussi puis c'est cool. Fait que dans le cas de Vantage, écoute, si c'est vraiment parce qu'ils disent un jeu d'exploration à la première personne. Je sais pas ce que ça veut dire à la première personne dans un jeu de société. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas exactement comment c'est vendu. Fait que c'est-tu comme une expérience solo qu'on va partager à 4? Si c'est le cas, je suis moins sûr que ça m'intéresse. Si on est 4 à explorer 4 coins différents du même monde, puis à peu se parler parce qu'on est thématiquement très loin les uns des autres, je sais pas trop. Mais en même temps, si c'est vraiment un univers au complet qui a été créé puis qu'on peut explorer ad vitam aeternam, ça peut être aussi très cool. J'ai hâte de voir ça va être quoi l'objectif en tant que tel du jeu. C'est quand même important dans un jeu savoir pourquoi tu le fais. Donc voilà. Je sais que c'est pas clair là, comme explication, mais il n'y a pas énormément de détails. Parce que thématiquement, c'est qu'on crache sur une planète, mais loin les uns des autres, puis j'assume qu'il faut essayer de sauver de là, je sais pas trop. Là. Mais survivre.
Fait que voilà. Fait que je suis curieux de voir parce que il y en a une des photos qui montre toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur du jeu. Là, il y a l'air d'en avoir, je sais pas si c'est des milliers ou des centaines, mais il y a l'air d'en avoir vraiment énormément. Wow. Puis voilà, puis ils sont déjà avancés. Puis si j'ai bien compris des commentaires que Jamie a écrit, que M. Stegmaier a écrit, ça ne passera pas par le sociofinancement, ça va juste sortir. Donc ça devrait sortir en 2025, normalement. Ouais, je pense que j'avais déjà lu dans un de ses diaries je pense que c'est un jeu que ça fait comme 8 ans qu'il travaille dessus. Oui, c'est C'est ça, ça. c'est un projet qui traîne depuis longtemps. Fait à voir si justement il va arriver à atteindre ses objectifs. Là. C'est ça, parce que c'est le genre de projet que justement, ça peut s'écraser sous son ambition à force de vouloir trop en faire, mais il y a d'autres compagnies qui ont décidé de trop en faire, puis ça a super bien marché avec d'autres types de projets. Là. Ouais. Mais donc voilà, fait que je suis très curieux de voir ça avoir l'air de quoi. Il est quand même haut, là, c'est mon 9e choix. Fait que c'est sûr que je vais essayer de me pogner une copie pour essayer ça. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux d'exploration de façon générale. Fait que voilà. Ouais, puis si le jeu est populaire l'année d'après, il peut sortir Vantage Span en faisant un crossover avec Wingspan. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, Vintage Span. Oui. Mon numéro 9, c'est un petit jeu aussi qui a passé par le sociofinancement, qui a l'air assez unique. C'est un jeu qui va s'appeler Lair, donc une antre. C'est un jeu de côté BG qui ont fait Creature Comfort, là, une petite compagnie canadienne, si je me souviens bien. Donc, Lair, c'est un genre de jeu un jeu à deux. Dans lequel on va chacun construire un donjon. Fait que c'est un genre de battleship mélangé avec un dungeon crawl. Fait que dans le fond, on a chacun un paravent. Puis on a un petit donjon qui est construit là, sur notre plateau avec justement des petits murs, des monstres, des pièges à l'intérieur. Puis dans le fond, après ça, le but c'est de passer au travers du donjon de l'autre joueur puis d'être le premier à sortir du donjon. Mais tu vois pas le donjon de l'autre joueur. Fait que là, tu vas comme faire des moves, tu vas avancer tranquillement, puis tu vas dessiner comme la carte au fur et à mesure du donjon de ton adversaire pour tenter justement de sortir puis de réussir à sortir de son donjon. Fait que le matériel a l'air cute. Fait que, tu sais, je trouvais ça original comme style. Fait qu'un genre de battleship mélangé avec du dungeon crawl pour évidemment 2 joueurs. Un jeu autour de 35-40 minutes. Fait que ça me semblait sympathique comme concept. Je trouvais le fun, le petit côté justement de cacher notre donjon, puis d'y aller un petit peu à tâton, puis de se promener à l'intérieur. Oh, tu tombes sur un monstre, tu tombes sur un piège, il va t'arriver des choses. Fait que le donjon va essayer de te ralentir et tout ça. Fait que voilà. Fait que Lair, mon numéro 9. Ça m'intéresse. Je continue avec mon numéro 8. Là, on tombe vraiment dans mon type de classique. Mon numéro 8 et 7, c'est des jeux que j'hésite encore à savoir si je vais les supporter parce qu'ils sont encore disponibles sur leur plateforme GameFound. Les campagnes sont terminées, mais tu peux encore les supporter. Dans le cas du numéro 8, c'est un jeu qui s'appelle Rogue Angels, qui est un dungeon crawl de science-fiction, campagne avec un système de progression, plusieurs systèmes intéressants au niveau des mécaniques. Thématiquement, le jeu s'en cache à peine, c'est Mass Effect, le jeu de société. J'avoue que Fait le races look sont ressemble en Mass Effect. tabarnouche. C'est ça. Fait que ça semble être vraiment Mass Effect sans la licence. Puis autant j'aime pas l'idée quand ils font ça, là, dans le sens c'est le fun de reconnaître des affaires, mais en même temps c'est cheesy d'aller chercher, mais tu sais, je ne l'ai pas backé la campagne, fait que je ne sais pas à quel point, mais ça donne une vibe Mass Effect, puis il y a plusieurs gens dans les commentaires qui disent qu'ils ont une vibe Mass Effect en jouant, fait qu'avec le design des monstres, des héros, etc. Fait que donc, système de campagne, le card play est super intéressant, où dans le fond, une des affaires que je trouve vraiment cool dans le jeu mécaniquement, c'est que tu as une rivière de cooldown là, entre ta fiche de personnage. Puis, quand tu vas jouer des actions, tu vas les jouer sur cette rivière-là, puis éventuellement, tu vas attendre certains tours de jeu avant qu'ils reviennent dans ta main pour pouvoir les rejouer. Mais l'idée que j'ai trouvée originale, c'est que tes blessures vont aussi dans le cooldown, ce qui fait très jeu vidéo de type Mass Effect, que quand tu es blessé, tu as juste à attendre, puis tes blessures vont finir par s'en aller. Fait que
Puis la façon que tu es knocked out, c'est si ta rivière est remplie de blessures, ben là, tu es knocked out. Tu as 4 places, 4 ou 5 espaces, je pense, sur ta rivière. Puis si jamais elle est remplie de cartes de blessures, ben là, ton personnage est mis hors de combat. Puis selon le scénario, ça peut vouloir dire une défaite. Mais si tu en as une qui rentre, elle fait juste prendre une place dans ta position, parce que si après la position 3, ben, tu ne pourras pas jouer une carte dans la position 3, fait que tu vas être obligé de la jouer dans la position 4, ce qui va faire que ça va être plus long avant qu'elle revienne dans ta main. Puis éventuellement, par contre, au fur et à mesure que les tours passent, ta carte de blessure qui est en position 3 va finir par tomber en 2, en 1, puis à revenir, puis à sortir de ton plateau. Donc, la blessure va être guérie. Fait que c'est pas un jeu que tu as besoin de faire. Puis évidemment, il y a des skills de soins, mais les skills de soins, c'est pas que tu enlèves des cartes, c'est que tu accélères, tu les fais bouger plus rapidement pour les faire sortir de ton plateau. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Il y a le système il y a un système de progression là, avec un arbre de compétences là, que tu peux développer pour tes personnages. Il y a le même type la vibe Mass Effect, là, fait que des espèces de pouvoirs un peu télékinétiques, psychiques, contrôle des ordinateurs, des robots à distance. Il y a une version standee, une version figurines, j'ai bien compris. Fait que ça, c'est intéressant. Tu n'es pas obligé d'avoir 1 milliard de figurines, tu peux avoir des standees. Ce qui va, j'assume, baisser le coût du jeu. Fait que je ne l'ai pas encore supporté. J'hésite. Ça me semble être un jeu extrêmement intéressant dans une thématique que j'aime bien, avec un système de campagne qui est, semble-t-il, rejouable. Donc, avec des choix narratifs qui sont différents. Le fait de vouloir aider tel allié à un moment donné, ça va te fermer un chemin vers d'autres scénarios puis t'en ouvrir d'autres à gauche. Fait que ça te permet de revenir puis d'explorer quelque chose de différent. Donc, voilà, Rogue Angels, Burning Suns, quelque chose comme ça, le sous-titre, le Legacy of the Burning Suns. Ouais. Mets-tu Legacy parce qu'il y a des aspects Legacy? J'imagine que oui. Non, c'est un jeu de campagne. Non, c'est un jeu de campagne, tout simplement. Il n'y a pas d'aspect de Legacy, en tout cas pas de ce que j'ai compris. C'est plus que dans le jeu vidéo, il y en a un groupe là, de mercenaires que c'est les Black Suns ou je sais pas quoi. Okay. Là, fait que d'après moi, ça fait plus un clin d'œil à ça qu'un jeu de Legacy en tant que tel. OK. Fait que voilà. Mon choix, là, je t'ai rendu à 8. Alright. Mon choix numéro 8, c'est un jeu que j'ai backé l'année passée. Fait que ça aussi, ça devrait sortir en magasin cette année. C'est mon gros jeu de figurines de l'année. Ça m'en prend une fois de temps en temps, moi aussi. Okay. Fait que moi, c'est God of War, le jeu de société. Non pas le jeu de cartes. Le jeu de cartes était quand même cool à l'époque. Donc, God of War, the board game de nos amis de Command Game. Donc, qui ont sorti une grosse campagne avec plein de figurines. Donc, c'est un jeu qui semble être inspiré de Cthulhu Death May Die, dans le sens que c'est la même structure de scénario. Fait que tu choisis un scénario qui va avoir des objectifs, tu choisis un boss, tu choisis un ennemi, les ennemis de base, puis tu mélanges tout ça ensemble, dans le fond, pour te faire ta game. Fait que tu peux après ça faire du miss and match. Tu peux essayer tel scénario avec tel boss, tel scénario avec tel autre boss ou tel autre ennemi. Fait que tu peux changer la sauce de ton scénario. Puis c'est des scénarios et non pas une campagne qu'on va pouvoir jouer. C'était un jeu qui était marketé à 2 joueurs au début. Je trouvais ça cool d'avoir un jeu comme ça qui était spécifiquement pour 2 joueurs. Finalement, c'était de la poudre aux yeux parce que dès la première journée, c'est comme ben voici l'extension avec les forgerons qui sont 2 autres personnages que tu peux jouer, puis maintenant tu peux jouer à 4. Ok. Bon, finalement, c'est un jeu jusqu'à 4, c'est ça que tu es en train de me dire. Fait que c'est ça. Mais j'imagine que la dynamique pourrait être le fun à 2. En tout cas, à 2, on joue Kratos et son fils, évidemment, Atreus. Pour ceux qui ont joué le jeu vidéo il est basé sur le jeu vidéo de PS4, là, donc le premier qu'il avait fait pour le PS4. Puis c'était un jeu vidéo que j'avais beaucoup aimé, justement, qui m'avait fait un peu réaccrocher à l'univers des jeux vidéo et tout ça. Puis j'avais joué plusieurs jeux par la suite sur ma PS4, puis après ça, ma PS5. Fait que lui, il a comme une place un peu spéciale, ce God of War-là. Donc, c'est pour ça que j'ai backé le jeu. Fait que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'images ici sur Board Game Geek. Il y en aurait aussi, il y en a probablement plus sur GameFound. Fait que, encore une fois, c'est sûr des super belles figurines et tout ça. Puis c'est des parties qui sont pas nécessairement très longues non plus. Là. C'est des jeux qui sont faits pour être autour de 60-90 minutes. Là. Fait que des scénarios quand même assez rapides. La map est pas si grande que ça. Puis dans le fond, c'est ça. Ta mission va avoir des objectifs. Fait que là, une fois que tu as fait le premier objectif, tu passes au deuxième, au troisième. Puis le troisième, c'est comme le boss là, que tu dois battre dans ton scénario. Fait que ça me semble un jeu qui va avoir une belle variété justement avec son système de mélanger les scénarios, les ennemis, les boss et tout ça.
Puis j'ai pris quelques extensions. Ils ont sorti une extension, évidemment, avec les modules ou prequel, là, fait que dans le fond, dans la Grèce antique, là, fait que pour faire référence au vieux jeu God of War dans le temps, où on démantibule tout le panthéon grec au complet. Fait que j'ai pris cette extension-là qui m'intéressait plus. J'ai pas pris un all-in, là. Il y avait un peu trop de patentes anyway. Là. Fait que je pense qu'avec le jeu, les stretch goals, une extension, je pense que je vais avoir en masse de gameplay pour m'amuser avec ce jeu-là. Fait que, ouais, c'est ça, 1 ou 2 joueurs. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que God of War, le jeu de plateau, mon numéro 8. Cool. Je vais continuer avec mon numéro. On est rendu à 7. Mon numéro 7, c'est un jeu que j'ai backé. Fait que je l'ai supporté. C'est un jeu de Open House Studio qui font du bon stock, des fois un peu inégal, mais qui essayent des nouvelles choses. C'est un jeu qui s'appelle Storyfold. Storyfold, je me rends compte que je me suis trompé, c'est pas grave, je viens d'inverser 2 autres, il y en a un qui vient de tomber 6e. Bon, fait que Story va avec Storyfold. Fait que Storyfold, il est 7e. Mon 6e vient de s'améliorer d'une place. Mon 7e vient de s'améliorer d'une place. Donc, Storyfold, c'est un jeu de narratif. C'est un jeu solo. C'est un jeu purement solo. C'est un jeu qui n'était pas très cher, d'ailleurs. On souligne, c'était une cinquantaine de dollars. Pour une fois, un projet qui ne pas les yeux de la tête. Grosso modo, c'est que tu as une jeune fille qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, et qui a un ours, là, et qui vont se promener dans une forêt sombre et mystérieuse pour la guérir. Fait que, j'avais une vibe un peu princesse Mononoke au niveau de sa thématique. Je trouvais ça intéressant. Fait que c'est un jeu qui est un livre. Fait que tu fais juste ouvrir le livre comme tu le vois devant toi, c'est tout le même livre. Fait qu'il fait comme tout se déplier pour faire ton plateau puis ton endroit pour placer cartes. Tu as un deck. Un deck d'exploration là, que tu vas révéler des cartes dedans pour voir les différents événements que tu vas pas affronter, mais que tu vas rencontrer. Tu as un système d'action qui est par des dés, fait que tu as un certain nombre de dés par phase d'action, puis quand tu vas vouloir entreprendre une action, il va falloir que tu décides combien de dés tu y consacres jusqu'à temps que tu n'en aies plus. Fait que est-ce que tu te donnes plus de chance ou tu essaies d'en faire plus? Fait que ce qui me rappelle beaucoup des mécaniques que j'aimais beaucoup dans le temps de Robinson Crusoe, là, qui était est-ce que je le lis automatiquement, mais ça me prend plus de temps, ou je décide de me donner une part de hasard, mais il y a plus de chances que je le rate. Fait que c'est pas tout à fait la même mécanique, mais ça me rappelait ça, parce que je me donne plus de chances de le réussir, mais je fais moins d'action dans le tour. Fait que c'est comme ça que tu vas jouer tes cartes d'action en leur consacrant comme ça des dés que tu vas sacrifier, tu as plein de jetons, puis tu as une espèce de, surtout au niveau de la vibe là, qui ont l'air de vouloir essayer d'offrir quelque chose qui est une expérience narrative et non pas un simple jeu de société, pas comme si c'était négatif, là, mais qui essaie d'offrir quelque chose d'un peu différent en allant chercher un jeu qui est plus un livre narratif avec un système de jeu qui est attaché à ça. Donc, voilà. Les critiques là, des gens qui semblent y avoir joué étaient très bonnes jusqu'à date. Le matériel était de super bonne qualité avec un insert pour bien ranger dans la boîte avec lequel le livre vient. Moi, j'aime bien ce qu'ils font jusqu'à date, cette compagnie-là. C'est eux autres qui ont fait Midwin, Stars of Icarios, Stone Saga, qui n'est pas encore sorti. Je trouve qu'ils vont avec du matériel original, une façon originale de faire des jeux, puis j'aime bien ça. C'était mon choix numéro 6 qui vient de dropper en 7e place. Bon, cool. Ça a l'air vraiment cool. Le principe, le livre qui se déplie, je pense que ça va faire une mise en place rapide aussi pour le jeu. T'sais. Oui, c'est ça. C'est un des points de vente. C'est tu ouvres ton livre. Là, tu as les 2 premières pages qui se déploient vers la gauche et la droite. Puis ensuite, les autres pages, ça va déterminer le scénario ou le chapitre de la forêt que tu es en train de faire. Fait que tu veux juste flipper les autres pages. Ça te donne comme dans le haut, là, la page que tu vois qui est dans le haut, qui est tes espèces de règles spécifiques à ce scénario-là, les particularités de ce scénario-là. Puis ensuite, tu as un système où tu vas assigner justement tes cartes d'action avec les dés et les jetons que tu veux mettre dessus. Tu vas avoir un deck de cartes d'exploration sur lequel tu vas essayer de passer au travers pour guérir la forêt là, que tu es en train de traverser. Puis il y avait vraiment la thématique, je trouvais, de nature, etc., là, qui me faisait penser, comme je le disais, à Princesse Mononoke. C'est un jeu qui est juste solo, mais évidemment, il n'y a rien qui empêche de s'installer à 2 et de partager les décisions, mais c'est un jeu à la base qui est juste solo. Il est censé arriver quand même au début de fin de l'été, début de l'hiver 2025. Fait que, je ne tomberais pas en bas de ma chaise si ça serait en 2026. OK. Super. Voilà. Mon numéro 7, je continue la mode Legacy que j'ai dit tantôt.
il va avoir, dans le fond, le jeu Legacy de Flashpoint. Euh, le jeu de pompier. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer. Ça doit être en 2 mots. Flashpoint Legacy of the Flame. Donc Flashpoint qui est un vieux jeu style pandémie, là. C'est vraiment un vieux jeu coop à point d'action dans lequel on incarne des pompiers, dans le fond, puis on doit éteindre le feu dans le plateau. Puis là, dans le fond, on va avoir la version Legacy de ce jeu-là. Donc, c'est pas le duo Lee Cock et Rob Davio, évidemment, là, qui avait fait Pandémie Legacy. Là. Fait que j'imagine que c'est les auteurs plus de Flashpoint qui vont probablement s'inspirer, j'imagine, de Pandémie Legacy, puis qui ont réussi à bâtir un jeu évolutif, mais qui part de leur jeu Flashpoint. Fait que c'est ça, jeu évolutif, fait que là on va avoir des collants qui vont se racheter sur le board, on va gagner nos pompiers, j'imagine, vont se développer, ils vont avoir des habiletés, peut-être des blessures aussi qu'ils vont subir pendant certaines de leurs interventions dans leur carrière de pompiers. Fait que c'est un jeu Legacy qui va avoir, je pense qu'il disait le nombre de scénarios qu'on avait. Alors, j'ai pas la description. J'étais en mode petit, ok. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est une campagne avec plusieurs scénarios qui sont les uns avec les autres. Ils disent pas de nombre précis, là, je le vois pas rapidement. Mais voilà. Fait qu'on va débarrer des enveloppes, débarrer des nouvelles règles, le livre des règles va évoluer. Donc tu sais, je me dis que les Legacy avec des jeux coop, ça a tellement fait ses preuves avec la série des Pandémies Legacy que je pense qu'on peut nous pondre quelque chose de super intéressant avec le système de Flashpoint, qui était quand même un jeu coop sympathique là, à l'époque. Donc, j'ai hâte de voir où ils vont l'amener puis comment ils vont le faire évoluer au travers de cette campagne-là et de cette histoire-là. Fait que, bien curieux de faire cette campagne Legacy-là. Donc, Flashpoint, Legacy of the Flame, mon numéro 7. Ça reste à mon choix numéro 16, je pense. Là, je vais probablement essayer de mettre la main sur une copie dans le courant de l'année aussi. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué dans le temps. Ouais. C'est un jeu genre de 2008 ou 10. Là. C'est un vieux jeu quand même. Ouais. Je continue donc avec mon choix numéro 7 qui vient de s'améliorer en 6e place. Donc, mon choix numéro 6 qui est un jeu qui, je n'étais pas sûr quand la campagne a commencé. Plus ça avançait, je regardais, je trouvais ça intéressant. C'est un jeu d'une campagne qui ont fait juste un autre jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que je leur donne la chance, malgré mes petites réticences. C'est un jeu qui s'appelle The Waste of Parts, qui est un jeu de Sky Kingdom Games, la gang qui ont fait l'extraordinaire jeu The Isofarian Guard. Comment il Ce s'appelle? n'est pas le même auteur, par contre. Waste of Parts, W-A-S-T-E. Waste of Parts. Part, P-A-R-T. Ouais, ok. Au pluriel, je pense. Ouais. On l'a. Fait que, grosso modo, c'est un jeu coopératif, encore une fois. Comme je dis, c'est ça, la gang qui a fait The Isofarian Guard, mais pas le même auteur. Je ne sais pas si tu as des images du jeu. Non, il n'y en a pas sur BGG. Non, il y a juste. C'est un jeu pour ceux qui nous écoutent. Le cover. Pour ceux qui nous écoutent, on peut aller voir sur GameFound, il va y avoir des images en masse du jeu. La campagne est terminée, ça fait un bout de temps. Grosso modo, on est un équipage d'un énorme mech dans un futur post-apocalyptique. Chaque joueur de l'équipage a des pouvoirs un peu asymétriques, fait que des forces et des faiblesses. Notre objectif, c'est de gérer le mech puis de l'entretenir alors qu'il traverse une espèce de désert radioactif avec plein de monstres. Puis les monstres attaquent le mec et tentent de le détruire puis de rentrer en dedans pour tuer tout le monde qui est à l'intérieur. Fait que notre objectif, c'est de repousser ces monstres-là et de gérer le mec pour que lui aussi nous aide à les repousser. Fait qu'il va y avoir des cartes d'ennemis qui vont être de plus en plus puissantes, qui vont avancer pour faire une espèce de scaling, pour garder un certain équilibre. Nos personnages, ils ont une espèce de système de roue d'action avec des... Parce que le plateau de joueurs, il est assez impressionnant. Là. C'est la gang qui ont fait les Isofarian Guard. Ils sont pas peu pour faire du bon matériel. Fait que c'est une espèce de worker placement coopératif / tower defense, là, parce que techniquement, le plateau de jeu, c'est le mec au centre du désert. Fait qu'on va s'assigner à différentes parties du mec pour aller réparer un endroit, renforcer un autre endroit, le faire avancer,
attaquer des monstres qui rentrent, les repousser, upgrader le mec, etc. Éteindre des feux. Fait que c'est vraiment comme la gestion d'un véhicule gigantesque de façon coopérative. Je n'étais pas sûr à 100% des mécaniques au début. Je ne trouvais pas si, comment je dirais ça, tu sais, qui était si révolutionnaire que ça. À force d'écouter des vidéos, j'aimais beaucoup la thématique, le matériel, évidemment. Fait que j'ai décidé de donner la chance au coureur, puis j'ai vraiment hâte que ça sorte pour voir. Il était pas, c'était un jeu quand même relativement dispendieux, mais c'était pas non plus un jeu à 350$ comme The Fire Guard l'était. C'était une centaine de dollars, ce qui était pas si pire. Le shipping va probablement finir par venir me remordre éventuellement. Mais donc voilà, fait que co-op, Tower Defense, Worker Placement, avec pas une mécanique, mais une thématique que je trouvais hyper intéressante. Des habiletés quand même asymétriques entre les personnages pour développer ça. Puis comme je disais, avec l'espèce de roue d'action là, qui faisait que ça va avoir une espèce de rotation entre les joueurs et les points d'action qu'ils vont dépenser. Ça me paraissait fort intéressant. J'ai des petites réserves, mais j'ai quand même très hâte de voir que ça va, puis je vais le recevoir. Puis, rendu là, j'espère qu'il va être bon. Cool. Un thème assez funky, mais ça sent bien. Ouais, c'est le thème à la base qui m'accrochait, là, qui a fait que j'ai de la misère de décrocher du jeu. Là, j'aime beaucoup les jeux post-apocalyptiques, il n'y en a pas de temps. Fait que l'espèce d'avoir l'espèce de gros mec un peu en forme d'araignée, là, avec plein de pattes qui avancent dans le désert, ouais, c'est intéressant. Mon numéro 6, ça va être mon gros euro de ma liste. Fait que c'est un jeu que j'avais aussi failli backer, qui s'appelle The Six Realm, qui est dans le fond le dernier jeu de Final Frontier Game. Fait qu'un trio d'auteurs avec Matthew Dunstan, Seth Jaffe plutôt, puis Drake Villarreal. Fait que il y a quand même plusieurs auteurs qui ont fait des jeux très cool là-dedans. Fait que c'est une belle combinaison d'auteurs. Évidemment, les jeux de Final Frontier sont tous illustrés par Demico. Fait que ça aussi, c'est toujours intéressant, là, un côté visuel que j'adore. Puis ça me semble un jeu, une espèce de salade de points là, avec plein d'affaires qui vont se passer. Fait qu'on a notre plateau personnel qu'on va développer, on a de la gestion de ressources, on a une espèce de roue avec une rondelle d'action. On va avoir dans le fond aussi les 6 royaumes. Donc chaque royaume va être associé à une action. Fait que là, on va pouvoir aller faire les actions de ces royaumes-là pour tenter de se développer. Fait que gros jeu de gestion, gros jeu euro avec un paquet de trucs, de composantes de bois, des beaux plateaux de double couche. J'imagine l'édition Kickstarter. Peut-être c'est juste l'édition Kickstarter qui va avoir ça, là, mais bon. La version retail devrait quand même être intéressante. Tout souvent, leurs produits se rendent en magasin, puis c'est quand même des belles productions pareilles. Donc, The Six Realm, ça me semblait super intéressant comme un gros jeu de développement, un gros jeu euro, tout ça, avec plein de possibilités. Fait qu'un gros jeu qui fait brûler le cerveau. Côté complexité, gars, on a une cote de 4 sur 5. Là, fait que là, on est définitivement dans du jeu expert. C'est ça. Fait que c'est mon gros heavy euro de ma liste pour 2025. Ça va être The Six Realm que j'ai bien hâte de pouvoir essayer. Fait que c'est mon numéro 6. Parfait. Fait que pour le numéro 5, on va aller dans un tout petit jeu qui prend moins d'une heure à jouer, qui est juste pour 2 joueurs, qui s'appelle Incubo. Incubo, c'est un deck building coopératif à 2. L'idée, c'est qu'on est un petit garçon qui s'appelle Tommy et le deuxième joueur va jouer son chat qui s'appelle Alpha. Et les deux vont rentrer dans les rêves de la sœur de Tommy pour la sauver parce qu'elle n'est plus capable de se réveiller. Fait le jeu va se jouer en 3 phases, 3 REM phases, le Rapid Eye Movement, les phases du sommeil. À la fin de chacune des phases, on va avoir à affronter un monstre qui peut être un pigeon, une boîte de poubelle, une canne de poubelle qui fait du bruit, une balle de foin avec des shots d'air. Ça peut être n'importe quoi qui effraie la petite Nina et on doit vaincre ces terribles monstres-là pour la réveiller et la sauver. Les monstres sont affrontés de façon simultanée, de ce que j'ai compris. Cela, la campagne, ça a passé sur Kickstarter, mais il y a genre 10 mois, là, il y a presque un an. Fait que ça devrait normalement sortir en 2025. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est un deck building où la construction du deck va se faire en partie alors que les 2 joueurs vont se donner des cartes.
éliminer leur plus faible. Fait que, tu sais, ça se peut que je gagne une carte que je trouve qui est meilleure dans ton deck. Fait que je vais essayer de trouver une façon de te la donner pour que toi, t'apprennes dans ton deck. Puis c'est pour ça, si j'ai bien compris, là, c'est pour ça que tu vois, les cartes sont comme réversibles. Là. Fait qu'il y a un côté ok. utilisé par un joueur, l'autre côté utilisé par l'autre joueur. Puis on va donc avoir construire notre deck, mais pas tout seul dans notre coin, en collaboration pour avoir quelque chose d'efficace. Fait que, tu sais, cette combinaison-là, du deck building, du co-op avec une thématique quand même originale là, dans le monde du rêve, un visuel là, qui est quand même super intéressant, qui est un peu comme enfantin, mais un peu fantasy dark un petit peu en même temps. Ouais. Fait que je trouvais ça, je trouvais l'idée super bonne. Puis un deck building construit spécifiquement pour 2 joueurs, je trouvais ça super bon aussi. Fait que ça me donnait une espèce de petit feeling de certains jeux indie, là, de jeux vidéo, là, comme Hollow Knight ou des affaires comme ça. Fait que voilà. Fait que c'était mon choix. Là. Je suis déjà rendu à numéro 5, Incubo. Fait que celui-là aussi, je me questionne à voir si je vais embarquer de façon retardative dans le pledge. Ah, c'est cool, ça. Ça a l'air vraiment hot. J'avais pas vu passer ça. Oui, ça a l'air vraiment cool. Mon numéro 5, moi aussi, je me demande si je vais le Late Pledge. C'est un jeu qui a déjà eu sa campagne. C'est un jeu de notre ami Frank West. Fait que c'est son prochain jeu qui s'appelle Ember Leaf. Donc, je suis content qu'il s'en aille un peu ailleurs. Donc, il a fait beaucoup de jeux de placement de tuiles les dernières années. Avec justement l'île des chats qui a été vraiment populaire. Après ça, il y a eu son autre jeu Race to the Raft, qui était aussi un jeu de placement de tuiles au final, où on essayait de faire des chemins pour sauver les chats. Fait que là, je suis content qu'il lâche un peu les jeux de placement de tuiles, puis qu'il aille faire d'autres choses. Et les chats. Et qu'il lâche un peu les chats aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il lâche les chats et lâche les jeux de placement de tuiles. Fait que Ember Leaf, ça a l'air d'une bébite assez spéciale. Donc, c'est un jeu. La description me fait penser qu'il va avoir évidemment sa belle twist à lui. Je vais vous lire ça pour que vous puissiez voir. Il y avait un mot qui disait c'était du card dancing. Okay? Fait que vous avez vu ça, un jeu de card dancing. Fait que c'est ça, c'est sa nouvelle mécanique qui a donné ce nom-là. Fait que dans le fond, c'est un jeu de engine building, au final, de tableau building, qu'on va construire avec des cartes qui vont représenter des héros. Fait que les héros vont être les cartes de notre tableau qu'on va aller recruter puis qu'on va bâtir, qui ont certaines habiletés. Puis dans le fond, les joueurs ont une espèce de plateau justement avec plusieurs emplacements. Puis dans le fond, ils vont faire déplacer ces cartes-là pour les activer. Fait que de là, je pense que devient son terme de dancing game. C'est que les cartes vont se déplacer sur ton plateau, puis en se déplaçant, c'est comme ça qu'ils vont s'activer. Puis j'imagine qu'ils vont être influencés par ce qu'il va y avoir autour d'eux autres, puis il va y avoir des synergies à développer pour justement maximiser ces espèces de développement-là ou ces espèces de combos-là. Puis on a un plateau aussi qui va être présent, fait qu'on va pouvoir se déplacer sur le plateau, aller faire des missions, des quêtes, qui au final sont des contrats, là, comme beaucoup de jeux héros. Fait que faire des contrats, mais c'est des missions pour tes héros. Fait qu'on a cet aspect-là qui va entrer en jeu. Fait que ça a l'air assez cool comme système de jeu. Fait que Ember Leaf, c'est un jeu qui m'intrigue quand même pas mal. Fait que j'ai hâte de voir justement comment ça se déploie ce jeu-là une fois installé. Mais le gameplay, c'est quelque chose qui me parle, là, justement, un petit tableau building, mais un petit tableau building un peu plus dynamique, de pas juste placer tes cartes devant toi, mais là, d'avoir un côté spatial un peu, là, fait que de penser un peu plus à ton puzzle, puis de penser à comment tes déplacements vont se faire. Fait que c'est le genre de jeu, souvent, que tu vas réfléchir, tu sais, 1, 2, 3 tours d'avance pour voir un peu. Ah oui, c'est vrai, si je déplace lui là pour l'activer, après ça, j'ai de la place pour aller en mettre un là, puis là, faire tel autre déplacement, puis tel truc. Fait que je trouve que ça a l'air stimulant comme système de jeu. Donc, hâte d'essayer ça. Ember Leaf de City of Games, de monsieur Frank West. Fait que c'est mon numéro 5. Numéro 4, on va continuer avec des jeux qui semblent être un petit peu funky. Mon numéro 4, je me dis, si on a un crossover, ça va peut-être être celui-là. Je suis curieux de voir si tu l'as aussi sur ta liste. Ben, moi aussi, mon numéro 4, je me dis que ça va être un crossover. Fait que vas-y. Peut-être. Fait que numéro 4, moi, j'ai mis Deep Regrets, qui est un jeu de
Tactics Game de Judson Cohen, pas du monde que je connais pas, même si je connais certains des projets qu'ils ont fait. Deep Regret, c'est un jeu de pêche. OK. Que thématiquement, grosso modo, d'un tour, tu vas rouler comme une batterie de dés qui vont déterminer en quelque sorte ta force là, de pool, de pêche que tu vas avoir pour le tour. Ensuite, tu vas décider avec cette force-là à quelle profondeur tu veux aller pêcher. C'est un jeu qui est push your luck. Quand tu vas réussir à pêcher des poissons, tu vas décider si tu les gardes ou si tu les remets à l'eau pour essayer d'aller plus creux. Et évidemment, le jeu s'appelle Deep Regress. Plus tu vas creux, plus tu peux avoir des poissons qui sont spectaculaires et intéressants, mais plus tu peux pêcher des affaires monstrueuses, weird, louches, puis là, on est dans le Cthulhuesque comique. Dans la façon dont il est présenté. Fait que tu vas te remettre ton énorme thon à l'eau, mais tu vas te ramasser à pêcher une espèce de calmar à 12 pieuvres, à 12 tentacules qui va te faire couler ton bateau. Et c'est un jeu, c'est comme ça qu'il l'annonce, là, tu vas regretter les décisions que tu vas prendre. Fait que, littéralement, tu as une mécanique dans le jeu, tu vas ramasser des jetons de regret. Okay. Parce que tu as fait des mauvais mots dans le game. Puis quand tu vas arriver à la fin de la partie, celui qui va en avoir le plus, il va être obligé comme de remettre à l'eau son poisson qui vaut le plus de points. Fait qu'il va le perdre. Fait que tu as une mécanique où plus tu pousses ta chance, plus tu as des chances de ramasser des gros points de victoire, mais en même temps de ramasser des jetons de regret qui font que ça va finir par te faire sacrifier des points de victoire à la fin de la game. Le visuel du jeu, il est extraordinaire, avec un équilibre. Ouais, avec un équilibre entre les cartes, l'aspect humoristique des cartes, puis terrifiant, c'est pas le bon terme, mais tu sais, des espèces de grosses bébites, mais dessinées un peu cartoonish, avec des sirènes, des requins blancs, des monstres, des crabes, toutes sortes d'affaires. Il y a un mode solo aussi qui est proposé avec une espèce de petite campagne en 12 parties où tu vas essayer de progresser, puis de devenir le pêcheur le plus haut du monde, là, je ne sais pas exactement. Là. Mais donc, c'est vraiment un genre de jeu où tu dois faire un équilibre entre le risque que tu es prêt à prendre pour les récompenses que tu veux aller chercher. Et voilà. Fait que ça semble vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que tu sacrifies tes dés, tu vas essayer de pêcher ça, tu dépenses certains des dés que tu as roulés en début de partie, puis là, est-ce que tu vas essayer d'aller plus profond après, te mettant potentiellement dans le trouble? Ça a l'air vraiment cool. Ouais, je l'avais vu passer. C'est vrai que ça a l'air cool. Oh. Mon numéro 4, ok, c'est mon troisième et dernier jeu Legacy. Fait que ça fait 3 jeux Legacy dans ma liste, c'est quand même beaucoup. C'est ambitieux d'essayer de jouer tout ça cette année. Puis c'est celui que je pense que tu vas mettre dans ta liste. C'est Western Legend. Western Legend Stories. Ouais, c'est Western Legend Legacy. Donc, Western Legend, qui est un espèce de jeu sandbox, dans lequel, dans le fond, on doit faire le plus de points de prestige, mais il y a plein de façons de faire des points de prestige. Tu peux décider de devenir un shérif, puis d'aller justement essayer de capturer des bandits. Tu peux devenir le bandit, puis aller faire justement des braquages à la banque, tout ça. Tu peux aller faire de la prospection, essayer de trouver de l'or, puis la ramener à la ville. C'est ça. Puis le joueur qui devient shérif peut chasser les joueurs qui deviennent des bandits. Fait que c'est un jeu qui a quand même une très belle interaction, un beau système de jeu, un bon Ameritrash thématique, je pense, Western Legend. Puis là, ben, on nous amène la version évolutive de Western Legend. Là. Fait que c'est une version Legacy de Western Legend. Fait qu'on va, dans le fond, bâtir le village avec justement cette campagne-là narrative. Encore une fois, qui garde son style open world. Puis évidemment, le village va évoluer, j'imagine. Il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont arriver, qui vont avoir des nouvelles interactions. J'imagine que selon les actions des joueurs aussi, ça va influencer. J'imagine des personnages célèbres qui vont se promener puis qui vont pouvoir mourir puis là, ils seront plus dans le reste de l'histoire ou l'inverse. Des nouveaux personnages qui vont arriver selon nos choix. Fait qu'on va construire, customiser notre village au fur et à mesure que notre histoire va évoluer. Fait que c'est une campagne de 6 épisodes. Fait que c'est seulement 6 parties. J'imagine qu'une fois le jeu terminé, une fois notre campagne terminée, j'imagine ça avoir fait un jeu réutilisable de Western Legend. Là. Fait que c'est ça. Fait que version Legacy de Western Legend. Je sais que c'est un jeu que t'aimes beaucoup. Parce que tu l'as, puis t'as beaucoup d'extensions aussi pour ce jeu-là. Puis que t'aimes beaucoup les thématiques western. Fait que c'est mon numéro 4, Western Legend Story, la version Legacy de Western Legend.
Alright, je continue. Nous verrons, nous verrons. Mhm. Je continue avec mon jeu numéro 3. Je m'attendais pas à avoir un jeu de cette hauteur-là, un moment donné, dans les jeux les plus attendus, mais ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu de Reiner Knizia. Ah, je sais, c'est lequel, je l'ai vu passer. Le jeu Skirmish. J'ai mis Iliad. Je vais essayer de le trouver. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Fait que Iliad, dans le fond, c'est un jeu spécifiquement à 2 joueurs. C'est un jeu. C'est un jeu, dans le fond, où tu vas avoir, ça a l'air vraiment, vraiment trop cool. C'est un jeu où tu vas avoir, dans le fond, des espèces de tuiles. C'est la bataille de Troie. Là. Fait que tu as les Grecs, les Troyens d'un bord ou de l'autre. Tu vas avoir des espèces de jetons d'objectifs. C'est un plateau de scout par scout. Là. Tu vas avoir des jetons d'objectifs tout autour du plateau. Puis l'idée, c'est qu'on va placer nos jetons qui ont différentes forces. Puis quand tu vas compléter une ligne et une colonne, ça va déterminer. En fait, quand tu as complété une ligne ou une colonne, tu as comme des jetons aux 2 extrémités. Puis on va regarder c'est qui mène dans cette ligne-là. Puis il va prendre les 2 jetons qui sont aux 2 extrémités, il va en prendre un, puis il va donner l'autre à l'autre joueur. Les jetons n'étant pas nécessairement tous des jetons positifs, fait qu'il y a des jetons qui sont les faveurs des dieux. L'objectif de la partie, c'est d'aller chercher toute la faveur des 5 dieux différents dans le jeu. Il y a des jetons qui vont être des points de victoire. Si la partie se termine et personne n'a les 5 faveurs, c'est celui qui va avoir le plus de points de victoire qui va l'emporter. Il y a des jetons qui te permettent de prendre des tours de plus. Il y a des jetons négatifs. Il y a un paquet de jetons. Fait que c'est le genre de jeu avec des règles qui semblent avoir des règles très simples, mais qui te brûlent le cerveau parce qu'à chaque fois que tu places un jeton quelque part, il est au croisement de 4 des pions bonus que tu veux aller chercher. Fait qu'il va sur une ligne, il va sur une colonne. Chaque ligne a 2 jetons bonus que tu peux aller chercher. Chaque colonne en a 2 aussi. Fait que tu as cette espèce d'aller-retour, de souk à la corde constant entre les 2 joueurs que j'aime vraiment beaucoup dans ce type de jeu-là. La thématique n'aura probablement pas une grande importance dans le jeu, mais c'est toujours bien l'Iliade. Comme tous les jeux de Reiner Knizia, ou presque. C'est comme tous les jeux de Reiner Knizia. Ouais. Mais c'est minimalement, ça fait un visuel que j'aime beaucoup là, d'un jeu de type. Pas tout à fait échec, là, parce que ça reste une majorité entre les lignes, mais qu'il y a ce feeling-là là, avec un plateau, que c'est un simple quadrille en rouge et bleu. Fait que c'est sûr qu'à la seconde que ça sort, j'essaie de mettre la main dessus, ça me semble être excellent. Ouais, puis tu sais, Reiner, on sait qu'il fait des tonnes de jeux chaque année, mais souvent, il fait aussi des réimplémentations de ses vieux jeux pour les remettre au goût du jour. Mais c'est le fun de voir que celui-là, c'est un nouveau jeu. C'est vraiment c'est pas un de ses vieux jeux qui remet à jour. Là, fait que c'est vraiment une nouveauté. Non, c'est ça. Il est quand même bon d'habitude pour faire des jeux de majorité. Là. C'est une de ses mécaniques, je pense, préférées dans ses jeux, là, des scoring avec des majorités. Fait que je pense que ça va être bien réussi, celui-là. Quand je l'ai vu, tout de suite, je me suis dit que ça va être un jeu qui va te plaire. Je me doutais que tu allais le mettre sur ta liste. Oh, ouais, ça passe. Mon numéro 3, c'est un jeu que j'ai backé l'année passée. Fait que ça aussi, ça devrait arriver pendant l'année. C'est un jeu coopératif qui va s'appeler One Hit Heroes. C'est de la compagnie Wiggle 3D, une belle petite compagnie canadienne. Dans le fond, c'est la compagnie qui a fait 5 Minute Dungeon. Donc, c'est le nouveau jeu qu'ils ont lancé. Donc, One Hit Heroes, ça le dit. C'est un jeu coopératif dans lequel les héros ont 1 point de vie. Mais pas 1 point de vie chaque. Non. Le groupe d'héros a 1 point de vie. Le groupe a 1 point de vie. Fait que si on perd 1 point de vie, on perd. Fait que là, c'est un jeu de cartes, principalement. Fait que chaque joueur va incarner un héros. Puis ton héros va venir avec un deck de cartes. Fait que là, on a différents personnages qui vont avoir chacun leur deck. Puis, dans le fond, quand on va avoir... C'est un genre de boss battler, au final. Fait que le boss qu'on affronte va avoir son deck de cartes, lui aussi. Puis, évidemment, quand le boss va nous faire des attaques, ben là, il va falloir jouer des cartes soit pour se défendre, pour bloquer les points de dégâts qu'il fait, ou des esquives, pour esquiver ses points de dégâts. Puis, on va devoir, évidemment, se coordonner avec nos coéquipiers pour s'assurer que personne perd 1 point de vie. Parce que dès que quelqu'un perd 1 point de vie, qu'il n'est pas bloqué, pas esquivé, ben c'est game over. Fait que... Je trouve que c'est un concept qui est cool. Ça fait très jeu vidéo. C'est comme si on se battait contre Mike Tyson à Punch-Out. C'est un peu ça. S'il te pogne, t'es out. Donc, le visuel est beau aussi. Donc, belle direction artistique. Un gameplay
c'est un jeu qui est card-driven, là, fait que c'est vraiment gestion de main, jeu de cartes, coopératif. Ça a vraiment une dynamique le fun. Puis c'est un boss battler, fait qu'évidemment, il y a plusieurs boss différents. Puis quand ils ont sorti cette campagne-là, c'était l'épisode 1. Fait que là, t'as tant de boss dans l'épisode 1, fait que là, ils se laissent déjà une porte pour faire un épisode 2. Puis là, avec la campagne Kickstarter, on avait aussi accès à un add-on pour le mode solo, où tu joues avec ton chien. Fait que ton chien est une espèce de bot qui va t'aider si tu veux jouer en solo au jeu. Puis évidemment, on avait des boss de plus, des personnages de plus et tout ça. Fait que non, ça me semblait très cool. Puis c'est un des jeux que j'ai fait justement un pledge de groupe là, avec des gens sur le Discord. Là, fait qu'on attend, je pense que j'ai commandé 8 copies. Puis il nous a fait vraiment un bon deal pour le shipping. Là, fait que vraiment très belle petite compagnie qui est le fun à encourager. Fait que c'est le genre de projet de sociofinancement que je regrette pas d'avoir fait. Puis j'ai hâte que ce soit livré puis que je puisse l'essayer. Là. Fait que mon numéro 3, One Hit Heroes. Parfait. Fait que numéro 2, on va y aller avec un premier et probablement seul crossover. Fait que tu avais vu juste. Ah ouais, hein? On va y aller avec Western Legends Stories. Exactement pour tout ce que tu as dit. T'sais, Western Legends, c'est déjà un jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, que je ne joue pas assez souvent à mon goût. La dernière partie remonte à peu près 4-5 mois. T'sais, c'est un jeu que j'ai toutes les extensions. J'ai backé la dernière affaire avec l'espèce de boîte en bois pour tout le serrure. Puis j'ai regardé très, très longtemps la dernière fois qu'on a été à Gen Con. Là, ils ont l'espèce de add-on là, pour tout mettre en 3D dans le jeu. Là, fait que pour avoir la vallée, les villes, les montagnes en 3D. Puis ils ont fait de quoi de vraiment clever où les montagnes qui sont sur le haut du plateau, qui sont toutes en 3D, mais ils ont toutes des fentes dedans, fait qu'ils servent de card holder. Fait que tous les decks de cartes, d'équipements, de personnages que tu rencontres, etc., sont tous là-dedans, sont tous serrés là-dedans. Fait que c'est pas juste beau, c'est pratique. Puis ça coûte genre 200 $ là, en canadien. C'est vraiment un prix qui n'a pas de bon sens, mais c'est quelque chose. Mais j'ai tous les petits bâtiments, mini, le train, etc. Fait que c'est vraiment un jeu que j'adore. Puis là, tu le pousses dans un système legacy avec un système d'exploration, quelque chose qui va progresser. Fait que j'assume qu'il va y avoir des choses en commun ou des règles avec Western Legends déjà. Puis c'est un jeu narratif legacy dans un univers western. À ma connaissance, c'est le seul. J'en connais pas. Fait que c'est une belle. Ça ne peut qu'être bon. Ils peuvent se planter, on ne sait jamais, là, mais d'après moi, ça va être très, très bon. Là. Donc, pour tout ce que tu as dit tantôt, en rajoutant ça, Western Legend Stories, mon choix numéro 2. Ouais, dès que je l'ai vu, je me disais que c'est sûr que tu allais le mettre. Mon numéro 2, c'est un jeu d'une compagnie qu'on aime bien, qu'on va voir à Gen Con habituellement à chaque année. C'est un jeu qui va s'appeler Citizen of the Spark, qui est le nouveau jeu de Thunderworks Game, donc la compagnie qui fait Role Player. Donc, c'est un jeu que lui aussi a déjà eu sa campagne Kickstarter, fait que des bonnes chances qu'il soit justement à Gen Con cet été. Fait que c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de combo de cartes, tableau building. Fait que dans le fond, on va avoir plein de sortes d'animaux différents. Dans le jeu, on va avoir 30 sortes d'animaux. Chaque sorte d'animaux vient avec son paquet de cartes. Là. Fait que les singes, les éléphants, les girafes, peu importe. Là. Puis dans le fond, quand tu fais une game, c'est que tu vas choisir entre 7 et 10 sortes d'animaux pour faire le deck de cartes de la partie. Fait que tu n'utiliseras pas tous les animaux à chaque game. Fait que ça, déjà, c'est un système que je trouve intéressant qui met une belle variété parce qu'à chaque game, il faut que tu t'ajustes avec justement les combinaisons de cartes et des fois des combos qui vont naître. Ah oui, j'ai telle sorte d'animaux avec tel animal, ça va bien se combotter. Fait que, tu sais, déjà là, je trouve que c'est un beau système pour renouveler l'expérience d'une partie à l'autre. Puis dans le fond, on va avoir une espèce de grille de cartes. Fait qu'on va aller drafter des cartes dans cette grille-là pour pouvoir les recruter puis les mettre dans notre tableau personnel. Puis dans le fond, après ça, tu vas pouvoir activer une de tes sortes d'animaux dans ton tableau personnel pour faire leur effet. Puis plus tu vas avoir de cartes de cette sorte d'animaux-là, ben plus ton effet va être fort. Fait que tu vas avoir un intérêt à aller justement chercher des cartes de la même sorte. Mais la twist, c'est que si tu décides d'activer les singes, mettons, ben tout le monde peut activer les singes. Fait que là, tu as réfléchi, ok, ben oui, si les autres te voient que tu te builds tel animal, ben ils vont aller se chercher parce qu'à chaque fois que tu vas jouer puis tu vas l'activer, eux autres aussi, ils vont l'activer.
Fait que je trouve que c'est une belle dynamique pour avoir un jeu qui est très individualiste, souvent du tableau building. T'sais, on recrute des cartes, on les place devant nous, on fait des combos, des affaires. Mais là, d'avoir cette interaction-là qui est OK, mais la sorte que tu actives, les autres aussi vont l'activer. Je trouve que c'est une belle twist d'interaction pour un style euro un peu plus indirect comme interaction. Fait que ça a l'air très cool comme un jeu de comboing de cartes, tableau building. Puis lui aussi, la direction artistique, je la trouve très belle. C'est un style très coloré aussi. Fait que vraiment une belle griffe artistique derrière ce jeu-là. Fait que définitivement un jeu que je vais regarder sa sortie avec beaucoup d'intérêt. Donc Citizens of the Spark. Mon numéro 2. Cool. Fait qu'on commence avec mon numéro 1. On finit, puis on commence, on termine avec mon numéro 1. Mon numéro 1, j'ai stand 2, mais là, il y en a un que je pense qu'il va peut-être sortir en anglais cette année, mais moi, je l'ai backé en français. Fait qu'on va se le garder pour l'année prochaine, puis on va y aller avec l'autre qui s'appelle Dungeons of Doom et qui est aussi pour titre Odalin. Fait que tu vas probablement le trouver plus facilement avec ça. ODALIN. Ah, ouais. Dungeons of Doom. C'est la gang qui avait fait Tanares Adventures, Tanares Arena, fait que Dracoli, quelque chose, c'est le nom de la compagnie. C'est un énorme, là, on est vraiment là, dans les. Bon, faire qu'il me semblait que Philippe il n'en avait pas mis à ça. On est vraiment dans un énorme dungeon crawl, coopératif, campagne, blablabla. Il semble y avoir beaucoup de bonnes idées à l'intérieur du jeu, entre autres le fait que thématiquement, les joueurs sont comme bound, là, sont comme liés à une espèce de démon qui leur donne des pouvoirs. Fait que, quand tu vas choisir ta classe, tu vas avoir une trolley de cartes qui sont en fait des demi-cartes. Je pense que c'est le haut de la carte qui est imprimé puis il n'y a rien dans le bas. Puis quand tu vas choisir là, avec quel démon tu es lié, quand tu construis ton personnage, ben lui-ci vient avec un deck de cartes, mais qu'il y a quelque chose dans le bas puis pas dans le haut. Tu vas mettre ça dans le même sleeve, c'est comme des cartes transparentes, tu vas mettre ça dans le même sleeve, puis ça va faire des combinaisons de cartes pouvoir que tu vas pouvoir utiliser tout au long de la campagne puis que tu vas pouvoir faire évoluer. Fait que quand c'est toi qui montes de niveau, ben, tu enlèves comme ta moitié de carte qui est ton personnage, tu la remplaces par d'autres choses. Quand c'est ton démon qui s'upgrade, ben, tu enlèves l'autre moitié de carte, tu la remplaces par d'autres choses. Fait que tes cartes comme, évoluent une moitié à la fois, ce que je trouve fait qu'il y a quand même un peu card crafting à l'intérieur du jeu. C'est un jeu que les ennemis sont représentés par un type de carte, fait que c'est pas une intelligence artificielle qui est fixe, mais c'est une intelligence artificielle qui est variable selon, fait qu'un petit peu à la Gloomhaven, mettons. Donc, tu sais, énorme jeu avec des twists que je trouve vraiment intéressantes au niveau mécanique. Là. C'est vraiment cet aspect-là, card crafting, qui, pour moi, le rend vraiment intéressant parce que tu vas avoir un petit peu comme... ça va penser un petit peu à ce qu'on trouvait avec Adventure Tactique, que tes possibilités sont infinies, puis tu as tout le temps le goût, même si tu as déjà fait la campagne, d'y revenir, parce que tu sais, je vais essayer un chemin différent, je vais essayer une combinaison différente, je vais essayer de voir comment ça va progresser différemment, puis tu sais, la façon que ton personnage peut évoluer sur deux branches différentes qui vont se combiner ensemble. Je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est un jeu qui te donne une liberté de comment tu vas faire progresser ton personnage. Fait que celui-là, je suis vraiment tombé quand je regardais les vidéos de gameplay. Puis après, t'es quand même dans des choses Dungeon Crawl classiques. On explore des donjons, on trouve des monstres. C'est de sauver le monde d'une armée de démons qui veulent venir tout péter ça. Fait que toi, tu vas essayer de combattre ces maléfices-là. Fait qu'on est assez classique au niveau de l'histoire. Il y a beaucoup de choses cachées à l'intérieur du jeu. Ça, je trouve ça le fun quand c'est de plus en plus à la mode. C'est pas du tout un jeu de legacy, là, mais d'avoir des boss cachés ou des donjons cachés, des decks de cartes qui sont fermés en début de campagne, que tu vas découvrir graduellement au lieu de juste tout voir en début de campagne puis savoir que tu vas l'avoir un moment donné. Fait que je trouve ça le fun aussi. Il y a un aspect, ils ont mis dans l'aspect set collecting, là, comme il y a souvent dans les Dungeon Crawl, que certains systèmes vont combattre entre eux. Plus tu en as du même set, là, plus le set va devenir puissant. Des trucs comme ça, fait que je trouve ça le fun que tout ton système s'upgrade, tes cartes s'upgrade, ton personnage s'upgrade, ton démon avec qui t'es bandé s'upgrade aussi. Fait que d'après moi, ça s'enligne sur le circuit. Cool. Et dans le dernier update qui était. Ah, vas-y. Ouais. Dans le dernier update qui était genre fin décembre, il était encore en ligne pour livrer dans les deux. Bah, c'est bon signe. Il y a de l'espoir. Okay. Il y a de l'espoir.
OK, nice. Moi, mon numéro 1, c'est un petit jeu de cartes qui va sortir dans quelques semaines. Fait que j'attendrai pas trop longtemps avant d'y jouer. C'est basé sur une licence très, très populaire qui est dans le fond OK. Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est le jeu La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. Mais quel titre pour un jeu? Pour une petite boîte. Quel titre? Ah, là, c'est la. Je sais pas, c'est en espagnol, en italien en tout cas. Donc, donc, ça va être un jeu de pli coopératif dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Fait que c'est un genre de crew, mais à la sauce Seigneur des Anneaux. Fait que si je me souviens, il y a à peu près une vingtaine de scénarios différents. Fait que tu peux les jouer évidemment en ordre chronologique parce qu'il va y avoir une gradation de difficulté. Là. Plus tu vas avancer dans les scénarios, plus ça va être difficile. Fait que c'est un jeu de pli. On va avoir des cartes de différentes couleurs qui ont des valeurs. Puis une des soutes, une des couleurs, c'est les cartes d'anneaux. Puis dans cette soute-là, il y a évidemment celle qui a une valeur de 1, c'est l'anneau unique, donc la One Ring. Fait qu'elle elle va être un peu spéciale, on va pas l'utiliser pour faire. Je pense qu'elle peut servir comme de Joker un peu versus les autres. Puis des fois, selon l'objectif du scénario, ben, il va falloir faire des affaires spéciales avec cet anneau-là. Puis on va évidemment chacun incarner un personnage. Fait que selon le scénario, on va avoir le choix de prendre tel personnage. Mais dans un scénario, tel personnage peut être obligatoire, alors que tel personnage sont optionnels. Fait que l'exemple, ben, ce scénario-là, il faut que quelqu'un joue Frodon, puis là, les autres personnages, ils peuvent prendre Sam, ou Mary, ou Pippin, ou Gandalf, mettons, ou des trucs comme ça. Fait que là, dépendamment de quelle combinaison de personnages on va avoir un objectif à remplir pour le scénario. Puis l'objectif peut être en lien avec justement les plis qu'on va gagner, ou qu'est-ce qui va. Quelqu'un, il faut qu'il ait l'anneau unique, ou qu'il gagne l'anneau unique aussi dans un des plis pendant la game. Pour celui qui finisse avec l'anneau unique pendant tel scénario. Fait qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se rajouter comme ça. Puis c'est une petite boîte justement qu'on va découvrir au fur et à mesure les scénarios. Fait que là, il n'y a pas tant d'informations sur le reste, puis l'évolution un petit peu de ce jeu-là. Fait qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure. Puis dans le fond, tout est rejouable. Là. Fait que tu sais, si tu dis, moi j'ai vraiment aimé le scénario 15, ben, si tu veux, une soirée, tu peux dire, moi je vais vous faire jouer le scénario 15 parce que je le trouve très cool. Ben, on installe le scénario 15 puis on le joue puis c'est tout. Là. Fait que t'es pas obligé d'avoir fait les autres pour pouvoir apprécier tout ça. Le art est un peu particulier. Fait pas capoter tant que ça. Là. On dirait un art un peu de vitrail, si on veut. Ça ressemble à des Ouais. personnages de vitrail. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Là. Ça reste au final qu'un jeu de pli, ça reste quand même un peu abstrait. Là. Fait que oui, la thématique Seigneur des Anneaux est cool, mais je m'attends pas à ce que ça soit si thématique que ça, même si je pense qu'ils vont quand même s'inspirer de certaines affaires cool à l'intérieur. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. Fait que j'étais un gros fan de The Crew. J'ai joué des centaines et des centaines de games des deux The Crew. Fait que d'avoir un jeu qui va un peu me faire revivre ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir plonger là-dedans. Puis évidemment, Seigneur des Anneaux, ben, quelque chose qui parle tout le temps à beaucoup de monde, dont les gens avec qui je risque de le faire. Fait que ça risque d'être une belle expérience de jeu pour cette année. Fait que mon jeu numéro 1, les plus attendus, donc le jeu, c'est la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. C'est dans le fond, c'est la communauté de l'anneau, fait qu'il y a beaucoup de spéculations qui disent que ce sera une trilogie de jeux là, dans le fond, puis que c'est le premier. Donc voilà la boîte en anglais. Voilà, fait que si le jeu fonctionne bien, ben là peut-être qu'à l'année prochaine ils vont sortir justement les deux tours, puis ils vont adapter L'autre, là, ouais, les c'est ça. événements de l'autre livre / film avec la prochaine boîte. Fait que je serais pas surpris de voir C'était logique. la deuxième boîte l'année prochaine, puis la troisième éventuellement l'année d'après. Fait que voilà, fait que mon jeu le plus attendu de 2025, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. En, C'est vrai que ça devrait être bon. ouais. En finissant, est-ce que tu avais peut-être des petites mentions honorables pour d'autres jeux de 2025 qui n'ont pas fait ta liste? Ben, il y en a un qu'on a nommé qui était Flashpoint, que j'avais nommé qui était très proche. Il y en avait comme, tu sais, des jeux que je suis pas certain qui vont sortir ou que je suis pas sûr à 100%. Tu sais, il y a Dante's Inferno. Ouais. Et là, ça fait déjà deux fois qu'on le voit à Gen Con. Ça commence à faire 2 ans qu'il est en développement. Il est backé et tout. Il devrait arriver cette année, mais
c'est une compagnie qui a de la misère. C'est la compagnie de Drunagar. Ils ont beaucoup de belles qualités, mais leur jeu à temps, c'en est pas une, Non, c'est ça. malheureusement. Et moi, je l'ai pris en français, fait que ça risque de retarder de 6 mois à 1 an avant que je finisse par le recevoir. Fait que, il y a ça aussi. C'est pas mal mes gros titres. Là, il y en avait quelques autres aussi. Il y avait Restart, OK. qui est un jeu où on va remonter dans le temps pour prévenir une catastrophe future, mais ça se peut qu'on scrape notre game en empirant. Fait que, on a empêché une pandémie mondiale, mais finalement, on a créé une armée de zombies qui détruit la Terre. Fait que, on a empêché un météore de s'écraser, mais il y a des aliens qui sont venus péter la planète à la place. Fait que, le cover de Restart, il est extraordinaire. Juste le cover, tu le vois sur un magasin. Tu vas dans un magasin puis tu veux acheter le jeu. Il y a un plateau qui a l'air vraiment, vraiment cool. Le cover est malade. Là. Le plateau de joueur, il a l'air vraiment débile. Là, une espèce de système de cartes là, que tu déposes en éventail devant toi. C'est en plein ça. Mais lui, si j'ai bien compris, la campagne, il va arriver sur Kickstarter quelque part en 2025. Fait que les chances qu'il sortent en 2025 sont très minces aussi. Sinon, il aurait été probablement dans mon top 3. Ouais, semblable. Moi, j'avais pensé à Diablo de Board Game aussi, mais lui aussi, la campagne n'est même pas faite. Fait que clairement, si la campagne est en 2025, ça va être plus un jeu pour 2026 si c'est pas plus tard. Là, fait que je ne l'ai pas mentionné non plus dans ma liste. Sinon, j'avais Nemesis Retaliation qui devrait arriver bientôt, qui va être très cool. J'avais mis Vantage aussi dans mes mentions honorables. Horror Arkham, le jeu avec le Orient Express aussi que tu as parlé. J'avais mis le jeu Flow aussi, un jeu qui avait été socio-financé. C'est un autre jeu de Fantasia Games. Puis j'ai mis Azul Duel, parce que oui, il va y avoir un Azul Duel en 2025. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une année sans un nouveau Azul. C'est vrai, j'avais aussi spoté un jeu qui s'appelait, je pense, c'est Raz, qui est une espèce de jeu de danse. Okay. Tu as genre 5 roulettes au centre du plateau là, qui vont tourner entre elles. Je pense que c'est ça, RAAS, si je ne me trompe pas. Ça va l'air quand même assez cool aussi. A Dance of Love. Puis, OK. Ouais, c'est ça. Mais le plateau, là, regarde le plateau, c'est vraiment cool. Visuellement, okay. Ça a l'air de quoi. Fait que c'est des espèces de cylindres que tu vas placer puis tu vas positionner. C'est comme ça représente comme des robes, là, genre des dents. Oui. Le plateau, c'est intéressant. Fait que ça va l'air cool. Et Diablo, moi aussi, je l'avais mis surtout parce que c'est Glass Cannon qui le fait. Ouais. Glass Cannon, c'est la gang de Frostpunk. Fait que, adapter un jeu vidéo, là. Ils sont habitués. Ils devraient être capables. Ouais, c'est ça. Mais ils sortent un RPG en même temps. Ouais, les démons vont être malades. Ça va être ambitieux, par exemple. Ben, c'est ça. On en reparlera l'année prochaine, minimum. Ouais, c'est ça. Minimum. Peut-être l'année d'après. Voilà. Fait que c'était notre liste des jeux les plus attendus pour 2025. On va évidemment vous inviter à nous mettre en commentaire c'est quoi les jeux que vous attendez le plus cette année. Donc, partagez vos choix avec nous. On a bien hâte de pouvoir lire ça. Oui, puis c'est ça. On est curieux de voir si tout ce qui est campagne de sociofinancement aussi qui va sortir. Puis souvent, il y a bien des sorties, des affaires qui ne sont même pas encore annoncées. Ils vont finir par sortir dans l'année. On garde l'œil là-dessus. Yes, ben merci encore pour ce top. C'est toujours le fun d'éplucher cette liste-là avec toi. Oui, c'est un des fun c'est un des difficiles que je trouve à faire dans l'année, mais qui est le fun. Ouais, parce que souvent, on n'a pas tant d'informations sur les jeux. Il n'y a pas nécessairement des vidéos de sortie sur ces jeux-là non plus parce qu'ils ne sont pas sortis, évidemment. Ouais. Mais c'est ça. Ben, souvent, ceux qui viennent de sociofinancement, il y a plus d'informations parce qu'ils ont eu une campagne. Qu'au moins, souvent, il y a des vidéos disponibles pour eux autres. Mais ceux, à part de ça, c'est pas évident. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes en bas de l'écran. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui donne aussi accès à notre serveur Discord. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao.